Bonjour la team replay, je suis de retour après quelques jours d'absence. Vous savez, cette semaine, on a fait toutes les conférences de jeux vidéo du soir, ça m'a décalé tout le stream. Et voilà, mais sachez que vendredi, avant de faire l'énorme soirée, on a suivi le Summer Game Fest et le Day of the Devs. On a fait une petite revue de presse tech, parce qu'il y avait aussi le Computex 2026, la Microsoft Builds, la GTC de Nvidia, des dramas dans l'IA, il y avait plein de choses. Et donc, je vous ai fait une petite revue de presse et je vous fais le replay tout de suite. Bon visionnage et on se retrouve plus tard pour la grosse synthèse de toutes les conférences de jeux. Bye. On va commencer avec un clavier split, puisque c'était très attendu. Je vous rappelle que c'est une alliance qui est un peu étrange. C'est un crossover un peu étrange. Je vais couper le son, parce que sinon je vais me faire strike sur YouTube. Donnez-moi 2 secondes. Voilà, hop, on a coupé le son. Bref, je la refais du coup. On va parler de tech avant de rentrer dans l'énorme tunnel de 5 heures de jeux vidéo. Et quoi de mieux que de commencer par un clavier split et surtout une collab. Ah oui, les collabs, c'est pas que Supreme et Jordan. Les collabs, c'est aussi dans le monde de la tech. Alors, Gizmart, c'est un peu étrange parce que Gizmart est une plateforme de collaboration et de crowdfunding qui est fondée par Gizmodo, le site, au Japon. C'est un peu bizarre. Bon, bref, voilà un peu pour l'idée. Et Gizmart, eh bien, s'associe pour faire des collabs. Et là, ils sont associés avec Keychron pour faire plusieurs objets. Ils ont fait un trackball et tout. Et là, ils avaient promis un clavier split. Ils avaient annoncé qu'ils lanceraient le financement de ce clavier split, un peu comme Game of Roll en financement participatif, au mi-juin. Et vous le voyez ici, voilà le petit bébé. Et on a un clavier split. Alors attention, c'est un clavier split qui fera peut-être hurler quelques puristes, puisque c'est un clavier split qu'on appelle un 4 par 6, donc 4 lignes, 6 colonnes. Les puristes, évidemment, ne jurent que par le 3 par 5 parce que vraiment, ils veulent avoir 0 touche. Mais avec un petit trackball à gauche, voilà. Et une petite molette, un peu de trackball à droite et une petite molette à gauche. Évidemment, je suis très très fan de ce petit design. Euh, Et évidemment, l'autre intérêt, alors je vous mets évidemment toujours les liens dans le chat, hein, mais évidemment, l'autre intérêt de passer chez Keychron pour faire ce genre de clavier, c'est que je vous rappelle que généralement, quand vous achetez des claviers split, c'est fait à l'impression 3D, c'est bidouillé par des toutes petites boîtes, et donc c'est pas génial par rapport à, on va dire, des claviers qui sont faits par des grosses boîtes avec du plastique moulé ou de l'injection ou du unibody, de l'aluminium, etc. Ou alors vous avez des claviers split qui sont évidemment très très beaux, très premium et tout, mais qui coûtent très très cher. On parle de 300 à 700 euros. Et donc là, évidemment, tout le monde s'intéresse à Keychron, qui, je vous rappelle, est une marque de clavier et de souris très très active et qui a un rapport qualité-prix qui est souvent un peu imbattable, ou parmi les meilleurs. Donc là, l'idée de se dire que Keychron nous prépare ici, vous le voyez, un clavier split, eh bien, sans fil avec un trackball et tout, hein, donc un truc qui est plutôt complet. Je suis évidemment assez chaud. Soupadja, promis, je vous parlerai beaucoup plus en détail du Steam Controller la semaine prochaine. Là, on aura le temps. Le trackball, je ne sais pas comment il va se gérer vis-à-vis du pouce reposé. En fait, votre pouce, il n'est pas obligé d'être posé sur le trackball, hein. Il y a beaucoup de claviers split qui ont des trackballs comme ça et c'est pas un souci. Encore une fois, ça ne gêne pas du tout. Évidemment, l'idée, c'est que les claviers split sont notamment très, très, très populaires chez les devs et les personnes qui utilisent, du VIM et autres interfaces où c'est très clavier et très peu souris. C'est que du coup, l'idée, c'est qu'avec un trackball, vous avez quand vous avez besoin de bouger votre pointeur parce que vous n'utilisez pas de raccourci clavier, vous avez un trackball qui est à portée de main. Évidemment, vous voyez, le but du jeu, c'est de ne jamais quitter évidemment, vos mains du clavier avec un petit trackball de dépannage et voilà, il y a des gens qui ne jurent que par ça en ce moment. Donc, heu vous avez vu aussi qu'il y a le tenting, donc le fameux système qui permet d'incliner les claviers pour qu'ils soient encore plus ergonomiques pour vos petites mains. Par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est que je n'ai pas vu d'option comment dire, d'option de repose-poignet. Mais bon, après, je vous rappelle que si vous êtes un puriste du clavier, c'est comme la calligraphie chinoise. Vous ne devez pas poser la main, vous devez tenir le pinceau comme ça, avoir la main qui flotte un peu dans les airs. Si vous voulez vraiment taper au clavier vraiment bien sans vous abîmer les mains, vous n'êtes jamais censé poser les poignets sur la table, vous êtes censé avoir les mains qui flottent au-dessus du clavier. Je suis sûr qu'évidemment dans le chat, tout le monde ne tape que
évidemment, avec les mains qui flottent au-dessus de son clavier. On est d'accord, voilà. Pour le reste, le point qui est fort aussi, c'est que, eh bien, vous aurez droit, hem, au software de Keychron, qui est un software, qui est très, très complet et qui est web. Il n'y a pas un installer de logiciel. Bref, donc sur le papier, le clavier est très intéressant parce que c'est un clavier split, sans fil, avec un trackball, à un prix qui s'annonce peut-être doux et avec une très bonne finition. Maintenant, ce qui me fait un peu peur, enfin, là où je regrette un petit peu, c'est qu'effectivement, les touches qu'il a sont un peu nombreuses. Je pense qu'il y a des touches qui sont très difficilement atteignables, notamment les touches en bas à gauche et en bas à droite qui vont pas servir à grand chose. Encore une fois, libre à vous de remapper votre clavier comme vous le voulez. Mais sachez que je suis très intéressé et que je vais aller embêter évidemment les viewers qui sont ici et qui habitent au Japon, hein. Des bisous à certains et certaines qui se reconnaîtront, puisque pour l'instant, vous le voyez, ça s'annonce comme un Kickstarter, un projet qui n'est que au Japon. J'attends d'avoir on va dire, l'officialisation de tout ça. Mais évidemment, ça aurait été chouette si c'était quelque chose qu'on pouvait backer et recevoir partout dans le monde. Je continue un petit peu à y croire. Voilà. Je sens que tout le monde utilise des repose-poignets, mais les gens, les repose-poignets, en fait, les repose-poignets, c'est censé être mieux, mais en vrai, les repose-poignets, ça vous donne pas les bonnes habitudes. Enfin, je dis ça, mais même moi, dès que je joue aux jeux vidéo, je pose le poignet, j'ai la main tordue, hein, mais en vrai, vous devriez taper comme ça. Et pas comme ça. Soyez fort. Soyez fort. Bref, voilà. Donc ça, c'était un peu la news. Mais bon, maintenant, on va évidemment parler de, du tremblement de terre, j'ai envie de dire, du séisme un peu attendu. Voilà. C'est évidemment l'annonce d'NVIDIA. Je vous rappelle que je vous casse les burnes depuis 1 an et demi avec le fait que Nvidia va sortir enfin des puces et venir concurrencer les petits copains et les petites copines. Et ça y est, désormais, le club des 2 est un club des 4, est un club des 5, puisqu'à la base, le gros des processeurs était eh bien, dominé par Intel et AMD. Et puis ensuite, eh bien, on a eu Apple qui a converti et qui a musclé eh bien, ses PC ses processeurs pardon, de smartphone en processeurs de PC avec les puces M. Il y a Qualcomm qui a musclé ses processeurs de smartphone en processeurs de PC avec ses Qualcomm Snapdragon X Elite. Et désormais, eh bien, comme on l'attendait, il y a désormais Nvidia qui arrive avec le RTX Spark. Voilà. Donc le RTX Spark, c'est quoi? C'est la version civile de leur puce dédiée à l'IA. Donc je vous rappelle qu'ils avaient eh bien, annoncé fin 2024 l'arrivée de ce qu'on appelle un système on a chip. Donc encore une fois, c'est une puce, c'est une partie graphique, etc. pour des petits calculateurs en local, pour avoir une IA en local. Et là, en gros, bah, cette puce, qui est fabriquée par MediaTek, a été convertie. On a enlevé 2-3 trucs qui coûtaient la peau des fesses. Voilà. Pour le reste, elle est assez identique en nombre de cœurs CPU, GPU. Et elle devait être annoncée il y a un petit bout de temps. Elle a été repoussée. Elle est annoncée maintenant. Donc, pour vous donner une idée, en gros, Nvidia vous promet le meilleur de tous les mondes. C'est-à-dire que c'est une puce qui est faite pour l'IA, mais qui est aussi très puissante pour le jeu vidéo et qui sera OK pour tout le reste. Je vais vous le dire assez vite, je ne vais même pas vous parler du prix parce qu'il n'y a eu ni tarif ni benchmark là-dessus. Je vais vous le dire assez vite, la puce est déjà, on va dire, un petit peu dépassée en 2026, puisque c'est une puce qui aurait dû sortir il y a plus d'1 an maintenant, par rapport, on va dire, à ce qui se fait la Rolls, c'est-à-dire au hasard, les puces M5 Max de chez Apple. Après, encore une fois, c'est très compliqué aujourd'hui de dire c'est quoi la meilleure des puces, parce que en gros, vous dites c'est quoi la meilleure des puces pour faire quoi? Pour faire du traitement de texte? C'est quoi la meilleure des puces? C'est pour faire du rendu 3D, pour faire du montage vidéo, pour faire du jeu vidéo, pour faire de l'IA? Quel type d'IA? Est-ce que c'est juste avoir un modèle en local? Est-ce que c'est maintenant avoir un agent? Très très compliqué. Mais en gros, pour vous donner une idée, et pour un peu résumer, elle est évidemment vendue comme une puce pour avoir une IA en local. Donc ils vous promettent qu'avec une telle puce et autant de cœurs GPU, vous aurez vraiment de quoi animer des moteurs dans votre ordinateur très fin, des modèles plutôt OK. Donc on parle de modèles à 130 milliards de paramètres environ, qui sont évidemment loin des meilleurs modèles actuellement, qui sont sur des milliers de milliards de paramètres, mais qui en local peuvent vous faire un truc très très OK. Voilà. Ça, c'est un petit peu l'idée. Mais le truc, c'est que là, en 2026, le,
La hype, évidemment, puisque là, on parle de RTX Spark, mais Google a annoncé aussi Spark. Mais Spark, chez Google, c'est un agent IA. Évidemment, la hype de l'année, c'est l'agent. Donc, je vous rappelle, 2023-2024, c'était l'inférence. 2024, c'était le multimodal. Et 2025 aussi. Et là, 2026, c'est évidemment les agents. Donc, je vous rappelle, les agents, c'est comme OpenClaw. Ce sont des petits bots qui permettent bien, de prendre des décisions et de faire des choses pour vous. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en gros, il y a des, il y a des, ça a des besoins un peu différents. Là où l'inférence vous demandez d'avoir beaucoup de cœurs dédiés à l'IA ou de cœurs GPU, bah là, pour animer des agents, en gros, c'est-à-dire qu'ils vont faire le tri par rapport à tout ce que l'inférence va leur donner, et ben, il faut un gros CPU. Et le CPU de cette puce Nvidia, il est pas fou par rapport à la concurrence. Donc c'est un peu bizarre parce que, en gros, c'est un CPU qui est très intéressant pour ce qui était un peu la hype, de l'IA il y a 2-3 ans. Ils ont commencé à bosser dessus il y a 2-3 ans. Mais maintenant qu'il arrive, en fait, on est déjà à un moment où, en fait, il faudra aussi des CPU très puissants pour la fameuse ère de l'IA agentique. Donc avec, je vous rappelle, des trucs qui vont vous, proposer, de vous organiser votre week-end et qui vont en même temps aller en votre nom, réserver des tickets, checker la météo, regarder si vous êtes bien équipé, vérifier que via vos mails, vous connaissez ils connaissent la date de naissance de votre enfant et donc vous dire: «Ah, peut-être que cette attraction, elle est interdite aux moins de 8 ans, donc le petit Timmy ne pourrait pas y aller. Voulez-vous vraiment aller en Dordogne?» Bref, un monde incroyable. On aura le temps d'en parler longuement dans d'autres débats. Mais donc la puce, ce qui est un peu bizarre, c'est que elle arrive et qu'elle est déjà, on va dire, un petit peu à côté de la plaque par rapport à ce qui est attendu des futures puces pour faire de l'IA en local. Parce que je vous rappelle que désormais, on arrive à un moment où faire de l'IA en local, c'est de plus en plus performant. Et on se rend compte aussi que faire de l'IA dans le cloud, ça coûte la peau du zub. Voilà. Des bisous à cette entreprise qui avait oublié de lever les limites d'utilisation d'Anthropic et qui s'est retrouvée avec une note de 500 millions de dollars en un mois parce que les employés étaient en mode illimité. Donc, il y a une envie, la puissance monte, les modèles sont toujours plus agiles, etc. Et on arrive à un moment où on va pouvoir effectivement, assez facilement, avec des ordinateurs presque de tous les jours, avoir des IA et peut-être des agents en local, et pareil pour les smartphones. Donc, ce qui est un petit peu étrange, eh bien, c'est que du coup, je ne sais pas comment dire, mais on a des ordinateurs, voilà, qui sont annoncés, des puces qui sont annoncées, mais qui font un peu peur. Parce qu'en plus, là, les mecs, ils ont un an de retard. Ils s'annoncent maintenant, mais en plus, les modèles n'arriveront pas avant cet automne, voire début 2027. Donc, on parle de ça. On parle aussi d'ordinateurs qui vont très certainement coûter au moins 3000 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte déjà du truc. Donc, on a potentiellement une puce qui arrive, qui pourrait coûter très cher, même si Nvidia a promis qu'il y aurait déjà des futures générations, donc les N2, les N3, etc., parce que ça, c'est la N1, qui aura des versions plus accessibles avec peut-être moins de cœur, surtout moins de RAM, parce que là, imaginez 128 Go de mémoire unifiée, c'est gigantesque, ça coûte la peau des reins des fesses. Donc là, j'ai envie de dire, bon, évidemment, il y a une telle hype et une telle hystérie autour de Nvidia, qui était une marque, encore une fois, inconnue du grand public il y a pas si longtemps que ça, et qui désormais est vraiment un phénomène de société. Donc je pense qu'il va y avoir une hype sur le fait que Nvidia sort des PC avec Microsoft, avec d'autres constructeurs, et qui promettent évidemment la lune, pour vous, chez vous, pour quelques milliers de dollars. En vrai, j'ai vraiment lu un maximum de choses et vu un maximum de choses sur cette puce, et encore une fois, on connaissait d'avance un peu ce qu'elle avait dans le bid. Je pense qu'ils vont arriver à un moment où, au moment où ça va être disponible, en fait, Qualcomm aura déjà sa nouvelle troisième génération de puces et Apple aura déjà sa sixième génération de puces. Et Intel aura une nouvelle génération de puces, ils font des très bonnes puces, et AMD aussi. Donc bon, à voir, ce que ça peut donner. Mais l'idée qui m'intéresse moi en tant que consommateur et pas trop en tant que geek, parce qu'en tant que geek, encore une fois, cette puce, elle est maintenant un peu connue, un peu trop connue, j'ai envie de dire, pour, voilà, pour sa date de sortie. Mais ce qui m'intéresse moi et ce qui va vous intéresser vous, c'est que, bah, il y a un cinquième larron sur le marché, et on parle pas d'une petite PME. Là, on a désormais que des mastodontes: Intel, AMD, Apple, Nvidia, Qualcomm, Mediatek aussi, parce que je vous rappelle que c'est Mediatek qui fabrique cette puce pour Nvidia. Là, c'est la bataille des géants, et ça veut dire que
Une fois que cette putain de bulle d'IA aura explosé ou implosé et que des IA bros seront, bien sur la paille et que les prix un jour redeviendront peut-être un peu plus normaux, on va avoir une bataille gigantesque entre 5 titans, de la puce et ça veut dire qu'on va avoir des progrès et on va avoir des tarifs, les progrès vont aller très, très vite, très, très haut et les tarifs vont aller très, très vite, très, très bas si tout va bien. Et donc ça me fait évidemment très plaisir. Je vous rappelle que Qualcomm vient d'annoncer une puce pour faire tourner des PC à partir de 300 euros. Donc Nvidia s'est empressé de nous annoncer que même si là, leur PC, il n'y a pas de prix, mais encore une fois, je vous dis, ça va être entre 3 et 6 000 euros, ils vont très certainement aller adresser un marché avec des PC beaucoup moins chers. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, la plupart des PC, c'est plutôt entre 500 et 1000 euros. Donc si Nvidia n'est pas sur ce segment, peut-être pas cette année, mais dans 2 ans, ça m'étonnerait un petit peu. Et je vous rappelle encore une fois que AMD et Intel font désormais des super puces et ça va être la baston. Salut Warzeo, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton 44e mois d'abonnement. Voilà, on parlait de la puce qui avait fuité chez vous, hein, Warzeo. C'est chez Lenovo que ça avait fuité il y a 2 ans maintenant, cette puce, hein. Oh là là, je sais pas si vous avez été payé ou pas payé, mais bref. Donc, on attend. Bonsoir, Medragors. On attend évidemment de voir, mais je vous le dis, une puce qui sort avec plus d'un an de retard, enfin, qui est annoncée avec plus d'un an de retard, qui va sortir dans plus de 6 mois après son annonce, non, plus de 6 mois, pour la N1X, c'est 2027, donc plus de 6 mois après son annonce, dont on n'a ni des benchmarks, ni des tests, ni des tarifs. Voilà. Heureusement encore qu'NVIDIA, ils ont vraiment une hype monstrueuse autour, mais enfin, voilà, la plupart des gens qui ont fait des tests de la puce, la version vraiment IA qui s'appelle la GB10 et qui l'ont comparée à ce que fait, Apple avec des M5 Max et cetera. Je vous parle juste, encore une fois, d'intelligence artificielle avec un agent en local. La M5 Max est déjà plus performante actuellement, si je ne m'abuse, que la puce d'NVIDIA et c'est normal parce qu'elle est plus récente, en vrai. Donc, voilà. L'autre point évidemment qui intéresse, eh bien, c'est que, dessus, il y aura, un gros, 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 gros travail, évidemment, de la part de Microsoft. Puisque évidemment, là où le bas blesse, c'est en général, Microsoft, voilà, Microsoft. Et le problème de Microsoft, bah, c'est Windows. Et donc je vous rappelle que Windows, encore une fois, ça fait quasiment maintenant 20 ans qu'ils ont sorti un Windows en version ARM. Tout le monde s'en bat les steaks, la couche de traction était nulle, voilà, voilà. Ils ont essayé de lancer il y a 2 ans avec Qualcomm les premiers PC, les Copilot+, quel nom de gamme horrible. Ça a été globalement un bit commercial, même si les puces n'étaient pas inintéressantes. Là, ce qui est intéressant, c'est que Nvidia, ils ont un tout autre levier de pression sur Microsoft pour que Microsoft se bouge les fesses. Je vous rappelle qu'ils se sont bougés les fesses. Donc, on se moque souvent de Windows ARM, mais c'est mieux qu'avant. La surcouche s'appelle Prism, commence à faire un peu le taf, ça commence à être tout à fait honorable. Et évidemment, la puissance d'NVIDIA, c'est que vu que c'est les chouchous de la tech actuellement et que tout le monde leur renifle le cul, eh bien, c'est que ils ont dit: «Nous, on arrive, mais si on arrive, on veut que ce soit prêt». Il faut, voilà, moi j'amène la musique, mais il faut que tu aies le banga et l'apéro quoi et les chips. Donc là, Microsoft évidemment a promis, eh bien, vous allez voir pour les premiers appareils, une version de Windows qui est vraiment dédiée, optimisée pour les devs. Et puis surtout, on a signé beaucoup, beaucoup d'accords pour que les grands noms des logiciels professionnels arrivent avec des versions natives de leur logiciel sur Windows ARM, là où ça a longtemps traîné les pieds par rapport notamment à Apple. Et l'autre point évidemment qui nous intéresse, parce que je sais qu'on se pose tous la question, c'est le jeu vidéo. Vu que cette puce, c'est l'équivalent d'une 5070 Ti mobile, pour le jeu vidéo, ça devrait envoyer la patate si, encore une fois, les éditeurs, les studios et Microsoft se bougent les fesses pour que les jeux soient convertis proprement. Et je vous rappelle que on est sur un grand mouvement en ce moment pour convertir les jeux vers ARM, et que ce soit Nintendo avec la Switch, que ce soit Valve avec le Steam Deck ou autre, il y a de plus en plus de jeux et de plus en plus de ponts faciles. Donc là aussi, ils ont promis, eh bien, de faire tourner beaucoup de jeux. On a vu des démos. Encore une fois, ce ne sont que des démos, notamment de Indiana Jones en 1440p qui tournait à plus de 100 images secondes avec de la génération de frames. Mais pour une puce avec une carte graphique embarquée, c'est plutôt sexy. Donc là, évidemment, c'est là où ils peuvent, je pense, faire mal à Qualcomm et Apple. Apple qui
un écosystème qui n'est pas dédié aux jeux vidéo et Qualcomm qui a une partie graphique qui est très faible, Nvidia peut être vénère là-dessus. Encore une fois, je pense pas que les gamers ont envie de mettre 3000 balles dans un ordinateur portable pour jouer à du jeu vidéo avec moins de bruit et plus d'autonomie. Voilà, donc c'est clairement quelque chose qui a été vendu, eh bien, comme de l'IA. Copal Plus, c'est juste quand il y a plus de 40 tops. Oui, c'est vrai, Warzeo, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que juste avant, Intel a sorti une puce qui avait moins de 40 tops et qui s'appelait AIPC. Et ils ont abandonné le AIPC. Bon, bref, c'était un bordel. C'était un bordel. Tout ça pour vous dire que, globalement, la puce, pour de l'IA et pour du jeu vidéo, elle peut être très performante, mais je pense que le wow effect aurait été vraiment beaucoup plus fort si elle était sortie l'année dernière. Peut-être encore une fois que Windows, que les éditeurs, les studios n'étaient pas prêts pour. Voilà. Donc, on va évidemment garder un œil dessus. Il y a eu, eh bien, beaucoup de comment dire? Il y a eu beaucoup de constructeurs, dont Lenovo évidemment, puisque c'est eux qui avaient fuité, qui ont annoncé leur, comment dire? Leur modèle d'ordinateur. Donc vous voyez ici, donc, Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft et MSI ont chacun annoncé leur modèle, même si au Computex, on n'avait pas trop le droit de les toucher et de les regarder. Mais voilà. Regardez ici aussi tous les éditeurs de jeux et de logiciels qui ont signé pour, eh bien, avoir des versions de leurs applications, de leurs jeux natives pour, cette puce. Et donc, évidemment, c'est toujours assez cool de voir, bah, notamment les grands noms de ce qui est un peu business, hein, donc, ZBrush, ici, de la suite Adobe, Cinema 4D, Unity, PyTorch, voilà, toutes les suites de Blackmagic Design avec, DaVinci Resolve, CapCut. Il y a quand même des beaux noms qui sont là. Et puis côté jeux vidéo, vous voyez ici aussi, on voit du Capcom, on voit du Remedy, on voit du IO Interactive. Il y a des trucs sympas. Encore une fois, c'est pas évidemment la totalité de la compatibilité. Mais là, je ne vous parle que de jeux évidemment et d'applications natives. Pour le reste, on passera par la couche de traduction de chez Microsoft. Tounsi, bienvenue à toi dans le chat, ça faisait longtemps. Qui dit grâce à ton retour d'expérience, je suis sorti d'un Windows pour migrer sur Ubuntu, c'est le meilleur choix de ma vie, et bientôt la migration x86 vers ARM. Eh ouais, et ouais, ouais. Bah, on attend aussi parce qu'évidemment, le grand moment, c'est aussi qu'on a, je vous rappelle, Valve qui prépare un SteamOS ARM. Donc on va avoir, il y a déjà évidemment beaucoup de distributions de Linux qui tournent sur ARM, mais là, sachant aussi que je vous rappelle, Nvidia, ces puces tournent déjà et à la base, les calculateurs, vendus par Nvidia avec ces puces-là tournent sur Linux. Donc je pense aussi qu'encore une fois, si vous êtes sur Linux, vous ne serez pas abandonné et je me demande même s'il y a beaucoup de gens qui vont pas plutôt acheter ces machines et vite dégager Windows pour installer Linux dessus. Alors j'ai pas choisi Lenovo pour montrer évidemment le nouveau bébé, mais j'ai choisi Microsoft parce que c'était évidemment la star du show. Je vais un peu tout mêler, hein, parce que là on va parler de Computex, qui est le salon de un peu toute l'informatique, mais aussi donc de la GTC, donc c'était les annonces d'NVIDIA, et aussi de Build, les annonces de Microsoft, mais bon bref. Ceci n'est pas un MacBook Pro avec une moustache, promis juré. Promis juré. Vraiment c'est... Bonjour, c'est Larcia, bienvenue dans le chat. Voilà, ce n'est pas un MacBook Pro avec une moustache. Vous allez voir qu'en fait, dans les détails, il y a des designs un peu différents. Mais évidemment, Microsoft a su comment dire, que Apple allait sortir les, très certainement MacBook Ultra et iPhone Ultra cette année. Et ils les ont un petit peu devancés avec le Surface Laptop Ultra. Voilà, qui, oh bah tiens, il a un écran mini LED, il a un grand trackpad envers avec un moteur haptique. Bref, vous voyez aussi qu'il y a un design qui change un peu, c'est que vous voyez qu'en dessous, il a une sorte de double couche pour avoir l'air plus fin qu'il ne l'est vraiment. Mais pour le reste, bon, voilà, c'est vraiment le 100% le design du MacBook Pro, mais c'est en tout cas le nouveau cheval de bataille
eh bien, de la part de Microsoft avec cet ordinateur, qui sera donc disponible à l'automne et qui embarquera la puce de chez Nvidia, la Max de chez Max. Voilà, quoi. Donc c'est assez drôle, évidemment. Après, je vous avoue, eh bien que pour les gens qui ont déjà acheté d'un point de vue purement matériel, les Surface, c'est des très très beaux objets. Moi, j'aime beaucoup. C'est minimaliste, c'est propre, il y a des très bonnes finitions. Voilà. Souvent, c'est pas les meilleures machines pour plein de raisons. Des fois, ça coûte cher, des fois, ils n'ont pas la bonne puce, des fois, ils ont des choix bizarres comme le Surface Studio ou le Surface Book, qui est un truc avec un accordéon qui se détachait en deux en un. Mais d'un point de vue purement design et finition, les surfaces, c'est toujours très, très propre. Donc là, on a peut-être l'ordinateur, on va dire, référence, peut-être pas le mien, mais l'ordinateur référence de ce que devrait être un ordinateur NVIDIA RTX Spark, puisque c'est le nom commercial de cette puce NVIDIA, avec littéralement un MacBook, quoi. Voilà, on va pas se mentir. C'est un MacBook Pro Ultra, même dans sa taille, c'est autour des 2 kilos, je crois. Et pour le reste, on attend de voir. 2 400 euros, c'est sûr. C'est beaucoup plus que 2 400 euros, hein. Là, encore une fois, je vous rappelle que Nvidia n'a pas voulu donner le prix de ses machines, mais il y a eu un petit lapsus révélateur de la part de Jensen Huang qui était interviewé. Et un journaliste lui disait, mais vraiment, qui va vouloir payer au moins 3 000 $ pour ses premières machines, hein, 3 000 $. Et Jensen Huang disait, oui, 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 oui. Donc, il n'a pas donné de prix, mais c'est pour ça que tout le monde sait que ça va. Franchement, là, les machines que vous allez voir arriver, les premières vont clairement pas coûter 2 000 ou 2 500 euros. Ça va coûter vraiment beaucoup, beaucoup plus cher. Et encore une fois, ça va surfer sur l'hystérie autour de l'IA où les gens sont prêts à dépenser beaucoup pour avoir de l'IA en local et autres. Et donc voilà, donc attendez-vous plutôt, là, le Surface Ultra, je ne l'attends pas à moins de 3 500 euros suivant les versions, puisqu'encore une fois, le nerf de guerre ce sera la quantité de mémoire vive unifiée embarquée qui pourrait vraiment ajouter des 1 500 2 000 € assez facilement si on monte à 128 Go de RAM. Donc voilà, attention. Il y a un délai avec le mini LED, j'ai l'impression que c'est le nouveau premium plus que l'OLED. Non, mais les devs n'aiment pas l'OLED. Donc souvent, les ordinateurs professionnels ne sont pas en OLED ou au moins ont des options LED ou LCD parce que quand tu fais du code toute la journée, tu n'as pas envie d'avoir un OLED. Donc là, vous voyez, clairement, il n'est pas du tout présenté comme un ordinateur de jeux vidéo, même si, encore une fois, Nvidia joue sur le côté c'est le top pour l'IA, c'est le top pour le jeu vidéo. Clairement, tous les constructeurs ont montré des gammes d'ordinateurs qui étaient des gammes d'ordinateurs de taf. Hein, d'ailleurs, vous voyez ici que côté Lenovo, c'est clairement pas Legion, donc la marque gaming de Lenovo qui était utilisée. Côté Asus, c'est ProArt qui est vraiment leur marque créatrice de contenu et pas du tout jeu vidéo qui a été utilisé. Donc vraiment, MSI, vous voyez, ils n'ont pas le logo avec le dragon horrible. Donc c'est vraiment des ordinateurs qui, pour les fabricants, sont vendus à des pros, donc des gens qui font du dev, de l'IA, etc. et pas du jeu vidéo. Et donc là, effectivement, c'est un segment où l'OLED n'a pas très bonne presse, globalement. Parce que c'est moins lumineux et surtout, ça fait plus peur en termes de marquage que le reste. Voilà. Si à l'équivalent d'une RTX 5070 sans être à 450 watts, pourquoi pas, dis ce qui a été dit. On parle, attention, d'une 5070 Ti mobile. Donc encore une fois, il faudra voir les tests. Mais l'enveloppe thermique est très très basse, parce que l'enveloppe thermique, elle annonce entre 80 et 100 watts. Donc c'est évidemment beaucoup plus faible qu'une carte graphique. On est autour d'un ordinateur portable et on pense même que les versions les plus réduites de ces puces Nvidia, donc avec que 16 Go de RAM et beaucoup moins de cœur, pourraient faire des très très bonnes machines de jeu, au hasard des consoles de jeu. Voilà. Mais voilà, l'enveloppe thermique est autour des 80-100 watts, donc c'est l'équivalent d'un ordinateur portable moyen de gamme sérieux, quoi. Les entreprises vont transpirer pour le changement de parc. Ah bah là, c'est clairement pas avec ça que tu vas équiper ton entreprise. Là, je pense qu'à 3 000, 4 000, 5 000 balles pièce, ce sera vraiment pour les quelques personnes qui font vraiment une tâche spécifique. Et encore une fois, je pense que ça va être dur de justifier ça parce qu'ils n'auront pas fait leur preuve en tant que fabricant de puces. Windows n'a pas bonne presse par rapport à d'autres OS que sont Linux et macOS. Donc, à voir. À voir. Donc voilà, et puis après, la bonne surprise aussi, parce que ce n'est pas fini, c'est que nous avons également, et il est où? Voilà, le Mac Mini est là aussi. Enfin, le Mac Mini. La Xbox Series qui a rencontré un Mac Mini un soir dans un bar.
wasn't falling, but I loved you still. Now I wonder, did you really ever love me? Dining on me only when I'm good. Now that I'm gone, what do you think about me? Do you think about me? Think about me? What do you think about everything's in bloom? Voilà, c'est la petite. Alors, est-ce qu'elle est là, la petite box de chez Microsoft? C'est la bonne surprise. C'est le Mac Mini, en gros, d'NVIDIA et de Microsoft. Et donc, vous voyez ici, ça ressemble à une petite Xbox Series S, toute petite. Encore une fois, avec ce design en biseau que je trouve très beau, qui est le même que sur leur portable. Là, donc, vous voyez, il y a une sorte de surface plus grande et en dessous une surface plus petite qui fait qu'on dirait que c'est plus fin, que ça vole un peu dans les airs. C'est très compact. Et l'intérêt de cette version desktop de ce Surface, c'est qu'ici, on va pouvoir augmenter l'enveloppe thermique. Si je ne m'abuse, on va avoir une enveloppe thermique qui va être un peu plus haut, genre 20% plus haut que celle du portable. Donc, on pourra aller chercher encore un peu plus de performance, et surtout beaucoup plus longtemps que sur les portables si on envoie la max. Donc, j'ai vraiment hâte. Moi, évidemment, vous connaissez, j'adore les mini machines, et celle-là, je la trouve vraiment très très jolie. Je vous rappelle qu'à l'époque, c'était Qualcomm qui devait sortir. Attends, je vais arrêter le truc parce que je peux pas. Voilà. C'est Qualcomm qui devait sortir un mini PC de dev aussi pour que les devs aient une sorte de Mac mini Windows ARM. Il n'est jamais sorti, il a été annulé. Et donc là, bah, du coup, cette machine-là pourrait être très très intéressante. C'est la même que les laptops, mais sans avoir à payer l'écran et avec un peu plus de puissance et j'imagine un peu plus de connectivité. Donc je suis assez curieux de voir ce que ça donne. Voilà. Sauf qu'un Mac mini, on peut le trouver à moins de 600 balles. Après, oui, là, effectivement, j'aurais dû plutôt dire que ça ressemble plutôt à un Mac Studio. En fait, je vous avoue que j'ai pas été juste. C'est juste qu'il a cette toute petite taille qui est vraiment sympa, mais en vrai, d'un point de vue puissance et d'un point de vue capacité et d'un point de vue tarot, effectivement, on va plutôt dire que c'est le Mac Studio de chez Microsoft qui est ici présenté. On a un mini PC en Qualcomm et pas aussi mini qu'un mini. Mais le mini PC Qualcomm de dev, il avait été annulé, hein, il avait été annoncé, montré, etc., mais il n'a jamais été vraiment vendu. Donc voilà, moi encore une fois, vous me connaissez, j'aime beaucoup le design des machines Surface et ça va être intéressant. Et pareil, encore une fois, là je vous montre celle de Microsoft parce qu'on va dire que c'est la machine de base et le partenariat de base. Mais évidemment, à la conférence, Jensen Huang a montré d'autres machines, d'autres mini PC. Il y aura du HP, il y aura du MSI, il y aura du Asus, etc. qui auront aussi leur mini PC d'IA en local. Et encore une fois, quand on voit comment les gens s'arrachent les Mac mini, les Mac Studio pour faire de l'IA en local, je pense que ce genre de machine pourrait même avoir peut-être plus de succès que des ordinateurs portables parce qu'elles coûteraient peut-être moins cher pour plus de puissance et pour pouvoir les empiler à gogo, si ça marche. Est-ce que tu joues en cloud là-dessus, en dessous? Je comprends pas ta question parce que tu peux jouer en cloud sur à peu près n'importe quoi qui a internet. Donc non, l'intérêt c'est que là, tu peux jouer en local. Là, tu peux faire tourner des jeux très très bien en local là-dessus, si on s'en tient à la puissance brute et à la puissance théorique de ce petit bousin, quoi. Bref, il y aura beaucoup, beaucoup de news qui vont arriver d'ici la fin de l'année. J'essaierai de mettre ma main évidemment sur une de ces machines pour la tester d'ici la fin de l'année. Il faudra voir aussi quelle version arrivera parce que je vous rappelle que pour l'instant il y a deux références, le N1 et le N1X. Voilà, le N1X étant plus haut de gamme que le N1 et chacune de ces machines, de ces puces sera elle-même en différentes configurations en termes de quantité de mémoire vive. Donc il faudra voir ce qui va sortir en premier, mais si je ne m'abuse, le haut de gamme, le N1X, n'arriverait pas avant début 2027. Ce qui, encore une fois, je pense, moi, m'a un peu tiédi parce que bah, en 2027, il y a ce qu'on appelle le M6 Pro, M6 Max de chez Apple qui sera là et qui risque un peu de le ringardiser, quoi. Merci beaucoup, JOT, pour le 29e mois d'abonnement. Merci à vous pour le soutien. Les gens, j'espère que j'ai oublié personne pour les subs. Je vais vous dire ça tout de suite. Parce que juste avant, c'était Warzeo et Genzo. C'est bon, je ne vous avais pas oublié. Voilà. Bonsoir, Julie. J'espère que tu vas bien. Surtout que les mini PC ARM, ça se rack très bien dans une baie d'IoT. Ah bah, je vous disais encore une fois, si on trouve aussi peu de Mac mini aujourd'hui en occasion, c'est parce qu'en fait, il y a plein d'entreprises qui achètent des Mac mini à gogo et qui les foutent dans des racks. Ça chauffe très peu, ça prend très peu de place, ça consomme très très peu, ça coûte pas cher. Donc c'est évidemment très 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 intéressant. Voilà. Donc vous savez que j'étais très, très, très hypé par les puces de Nvidia l'année dernière. Je le suis un petit peu moins maintenant, mais évidemment, ça reste vraiment très intéressant parce qu'on est beaucoup, je pense, ici dans le chat, à se dire
quand est-ce que j'ai la machine ultime qui me permet de taffer, qui me permet de jouer, qui est, puissante, silencieuse, autonome et cetera. Personne, pour l'instant, n'a réussi à atteindre, j'ai envie de dire ce graal. Le plus proche pour moi, c'est les dernières puces Intel qui ont une autonomie de chameau et qui ont une bête de puissance pour notamment, bah, faire du jeu vidéo très, très bien, donc c'est vraiment étonnant. Mais évidemment, l'environnement me botte beaucoup moins parce que voilà. Et après, peut-être que ce sera Nvidia. À voir. Merci beaucoup Étienne Crapaud. Merci pour le 15e mois d'abonnement. Let's go. Merci à vous pour les subs et les subprimes, ça fait très plaisir et je serais bien content de pouvoir payer le loyer du bureau dès dans quelques jours grâce à vos subs. Voilà un peu alors, voilà un peu pour les on va dire les grosses nouvelles autour de d'NVIDIA, et des partenaires et de Microsoft. Voilà. C'est, heu, c'est assez, c'est c'est assez hype, encore une fois, parce que c'est peut-être au troisième essai que Microsoft va enfin pouvoir moderniser son écosystème et rentrer dans le monde de ARM par la grande porte. Peut-être qu'ils vont y arriver, mais on va dire qu'ils n'ont jamais eu un partenaire aussi solide. Voilà. Sachant que Qualcomm n'a pas du tout abandonné, hein. Oui, j'ai trouvé des locaux chez Wakano, Betor. Mais c'est paradoxal parce qu'NVIDIA présente des trucs grand public, mais vit surtout le B2B. Alors là, on va pas se mentir, les puces qui sont proposées par NVIDIA, c'est des puces professionnelles, hein. C'est-à-dire que, oui, c'est quelque chose qui va être vendu, on va dire, dans le grand public par rapport à leur supercalculateur. Mais attention, encore une fois, vu le tarif euh, euh, de ces puces, c'est clairement pas pour le grand public. Ce sera en vente dans le grand public, mais la cible ne sera clairement pas le grand public. Ça, attendez-vous à la génération N2 et la génération N3, avec notamment des puces qui seront peut-être plus efficaces et qui permettront aussi d'être plus accessibles. Mais pour l'instant, vous voyez encore une fois comment c'est vendu. C'est du produit professionnel, mais effectivement pas B2B. Est-ce que dans le chat, allez, je vais faire un petit sondage rapidement dans le chat. Non, allez, je vais vous demander comme ça, j'ai la flemme de faire le sondage. Est-ce que ça vous laisse indifférent? Est-ce que vous êtes très très hypé? Est-ce que vous êtes un peu curieux par cette offre d'NVIDIA qui en gros, bah, en gros, c'est l'approche d'Apple, l'approche d'Apple mais avec Windows quoi, et Linux bien sûr. Je veux bien savoir ce que vous en pensez. Je regarde, je regarde. Ah, merci GPF, si tu veux faire le sondage, merci à toi. Ça coûte combien? Je vous dis, il n'y a pas de prix officiel, mais on craint que ça commence autour des 3000 $ pour les ordinateurs portables en tout cas. Donc vous voyez, les premières générations vont clairement pas être données et, et surtout, je pense que les gens qui vont acheter les premières générations, je pense, risquent de payer très très cher pour quelque chose qui va se dévaluer très très vite. Parce qu'encore une fois, je vous rappelle, c'est une puce qui est vieille. C'est une puce qui va arriver en 2027, alors qu'en fait, elle est déjà sortie en 2024, en vrai, officiellement. Donc, on est sur quelque chose qui il risque d'avoir un grand bond dès la deuxième génération. Donc, effectivement, les gens qui sortiraient entre 3 000 et 6 000 € pour se payer ces machines, elles font quand même un gros, gros pari et elles doivent savoir que globalement, il y aura enfin, à moins que le monde s'effondre parce qu'il y a plus d'informatique et tout est en pénurie et voilà, et et qu'on annule les sorties des PlayStation 6 et des futures puces Apple et des futures puces Nvidia. Mais là, dans le portrait robot de ce que je vous montre, ça sent quand même une V1 qui est vieille. Et si eux aussi, en fait, ils suivent le rythme des concurrents, c'est-à-dire une nouvelle génération de puces par an, j'avoue que j'attendrai clairement, quoi. À 3 000 €, il y a quoi en face chez Apple? Il y a le M5 Max, en 14 pouces. Je sais pas combien il est le M5 Max en 14 pouces, mais il doit être autour des 3 000 $ hors taxe, hein, le M5 Max 14 pouces. Après, encore une fois, c'est pas que le modèle, c'est que il faudra voir le prix avec la mémoire vive parce que 128 Go de RAM unifié, je pense que ça va vraiment faire exploser le budget des configurations, que ce soit chez Nvidia ou chez Apple. Merci pour le sondage, mon cher Gpif, n'hésitez pas à répondre dans le chat. Et c'est vrai qu'on est beaucoup, et moi le premier à se dire, bah, surtout, en fait, s'il y a aussi une très bonne intégration Linux, sachant qu'encore une fois, Nvidia fait déjà des ordinateurs avec ces puces-là sous Linux, c'est vrai que ça laisse présager des choses plutôt chouettes, quoi. Merci à toi, Kepi pour le 35e mois d'abonnement. Merci beaucoup, let's go. Ça dépend de Nvidia et des constructeurs si les drivers sont publiés sur Linux.
Encore une fois, il y a beaucoup de distributions Linux ARM qui tournent, avec, pas mal de matos. On a à l'aube de gros progrès et je vous dis, NVIDIA a commencé par Linux donc il y a aucune raison que les machines que vous avez ici, qui seront en vente libre, j'ai envie de dire, ne soient pas des machines, qui tournent assez bien sur Linux avec tout globalement compatible. Voilà. Après, est-ce que vous aurez toutes les applications natives ARM Linux? Non, ça j'y crois assez peu. J'y crois assez peu, enfin pas tout de suite, voilà. Alors attendez, j'ai loupé un petit merci Kojiro Sasaki pour le 9e mois d'abonnement. Salut à toi, merci beaucoup. Nvidia et Driver Linux, c'est pas ça. Oui, mais ils font des efforts, G-Outil. Nvidia, vraiment, effectivement, c'est un peu la honte par rapport à ce que pouvait faire, AMD, par exemple, d'un point de vue pilote. Nvidia, ils ont fait des gros efforts, ces derniers temps, donc c'est clairement pas au niveau d'AMD, mais c'est clairement mieux qu'il y a, ne serait-ce que 2 3 ans. Donc voilà, bref. Je suis vraiment très, très chaud. On enchaîne les gens maintenant, parce qu'on a fait un gros chapitre, mais c'était important parce que c'était vraiment l'une des plus grosses annonces de l'année. On enchaîne avec, eh bien, hem, avec Microsoft. Et Microsoft, ils ont fait le projet Build. Alors, pour vous dire un peu rapidement ce qui a été annoncé. La Build, c'est la conférence des développeurs de Microsoft. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails parce que déjà, je ne suis pas un développeur, donc je ne m'y connais pas assez bien. C'est souvent un peu chiant, mais ce qui est bien, merci beaucoup. Donc, vous êtes un tiers à dire ouais, pourquoi pas, et 28% à dire intéressant, et 20% à dire hypé. Donc, vous êtes comme 80% à être plutôt positif. Intéressant, très intéressant. Je suis comme vous. J'aurais voté hypé l'année dernière, et là, je vote intéressant maintenant. Donc, Microsoft, en gros, qu'est-ce qui se passe? Microsoft, ils doivent se bouger le cul. Voilà. Et je vous parle même pas d'Xbox, hein. Je vous parle pas de Windows. Non, non, non. Je vous parle juste de l'IA. Je vous rappelle que Microsoft, ils font partie, on va dire, des figures de l'IA, mais pas pour les bonnes raisons. Parce que je vous rappelle que c'est le plus gros investisseur dans OpenAI. Ça a été les premiers à installer, même si ce n'était pas prêt, à tous les étages du chat GPT dans leurs outils, que ce soit Teams, Outlook et même Paint avec Copilot. Donc, je vous rappelle, Copilot, c'est un truc qui est animé par ChatGPT avec Bing et deux, trois outils de Microsoft. Mais bon, comme je vous le disais depuis longtemps, Microsoft, moi, ce qui me faisait un peu peur, c'est que ils se sont lancés à corps perdu dans l'IA pour ne pas louper le virage, mais ils se sont lancés à corps perdu en fait en jetant de l'argent au visage de Sam Altman pour être les plus proches possibles d'OpenAI. À un moment, ils n'ont pas été loin de réussir leur pari, parce que je vous rappelle qu'au moment où il y a eu le drama chez OpenAI, pendant quelques jours, on s'est dit que toute l'équipe d'OpenAI allait bouger chez Microsoft en interne. Il y avait une invitation formelle de la part du PDG pour dire venez chez moi, je vous fais les mêmes conditions, vous faites pour Microsoft. Ça s'est pas fait. Et effectivement, aujourd'hui, Microsoft n'est pas un des meilleurs labos IA au monde. Les plus grands labos d'IA au monde, bah, c'est tout le monde sauf eux. Donc pour une boîte, hem, pour une boîte qui a vraiment explosé sa valorisation en bourse en étant les premiers à adopter l'IA, pour une boîte qui a jeté des milliers, des centaines de millions de dollars sur OpenAI dès le début, voire des milliards, pour être vraiment associée au terme d'IA, pour une boîte qui a effectivement vendu les Copilot PC, nous ont torché nos claviers pour avoir une touche Copilot, qui ont foutu du Copilot partout, ils ont essayé d'en mettre dans Xbox, dans le bloc-notes, dans tout ce que vous voulez. Et ben en fait, ils se disent, bah, déjà les gens sont pas testés de Copilot parce que globalement le taux d'adoption est mauvais. La presse sur Copilot est globalement mauvaise. Les gens sont pas contents de comment c'est implémenté n'importe comment. Ils sont en train de retirer des implémentations pour dire: «Bon, effectivement, ça sert peut-être pas à grand chose d'avoir Copilot dans le bloc-notes», voilà. Et surtout, ils n'ont pas de modèle. Ils n'ont pas de modèle, voilà. Et enfin, je vous rappelle qu'il y a une petite rupture, que Taylor Swift, elle pourrait en faire un album, parce que là, ça sent un peu le drama. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, pendant le fameux procès entre Elon Musk et Sam Altman, eh bien, le couple et l'exclusivité d'un peu OpenAI et Microsoft, il a sauté. Voilà. Ça veut dire que Microsoft n'est plus obligé de n'utiliser que OpenAI. OpenAI est toujours alimenté grandement par les serveurs Azure de Microsoft, mais cette exclusivité va bientôt finir. Voilà. Vous connaissez le couple un peu genre Mamour, on s'aime, on est fusionnel, j'ai jamais connu ça de ma vie. Oh, j'ai l'impression que je le connais depuis 20 ans. Et après, genre, bon, en fait, on a décidé de faire un break et de tenter le polyamour. Voilà, bah, c'est un peu ça. Voilà. Donc il y a quelques jours, on a eu cette fameuse lettre de bon, on reste mariés, mais on va peut-être faire chambre à part et on va louer une garçonnière en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc là, c'était à cette conférence pour Microsoft, eh bien,
un moment important pour dire qu'eux aussi, ils pèsent. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cette année, ça y est, ils ont annoncé leur modèle. Ils ont annoncé plusieurs modèles maison, donc des modèles avec raisonnement, un agent de type Open Cloud, donc ça s'appelle Open Cloud pour tout le monde, ça s'appelle Spark chez Google et ça s'appelle Claude, je ne sais plus comment ça s'appelle, Claude Assistant chez Anthropic et ça va s'appeler Scout chez Microsoft. Parce que vraiment, Copilot, Scout, Autopilot, vraiment, c'est des noms qui inspirent beaucoup les gens. Bon, ouais, voilà. Et donc, ils ont annoncé une tétrachier de modèles maison, d'agents maison, de produits maison IA, puisque jusqu'alors, ils ne faisaient en fait qu'utiliser celui des autres. Et en fait, ils sont super en retard. Il y a eu pas mal d'interviews pendant la bid où effectivement, le chef de l'IA chez Microsoft a dit effectivement, on n'est pas un des grands labos de l'IA par rapport à Anthropic, par rapport à OpenAI, par rapport à Meta même, et sans compter les Chinois, mais on compte les rattraper. Est-ce qu'ils vont y arriver? Je sais pas. Je sais pas trop s'ils vont y arriver, mais ils l'ont annoncé. Et puis ils ont annoncé des objets intéressants et je me suis arrêté sur celui-ci, le projet Solara. Je vous le montre tout de suite. Hop. There's you. Then, everything in front of you. We get Je vais it. mettre le sous-titre. The noise, the weight of it all. And so we've been building something. A new chip to cloud platform for an agent first world and for new agent first devices. You come close, it's ready when you are. You speak, it understands you. What matters comes forward. Everything else falls away. And when you want it to keep going, it keeps going. Your call. Sometimes it sits with you. Sometimes it goes with you. Sometimes it sees what you want it to see. It doesn't decide for you. It just lights the path. It tries to clear the way when you need it to. And that's the idea. A whole ecosystem built to clear the way. So all that's left is where you need to go. Wherever you are, whenever it matters. Donc le projet Solara, les gens, c'est quoi? Au-delà de discours un peu avec d'une novlangue technologico-marketing, eh bien, c'est quelque chose aussi qui répond encore une fois à cette grande tendance et auquel aussi eh bien, Nvidia a annoncé aussi sur des puces plus professionnelles. Je ne suis pas entré en détail sur la GTC parce qu'il se passait plein de choses, mais en gros, un des grands changements là, c'est que euh, Microsoft et Nvidia, comme beaucoup, en fait, annoncent que ben, ils vont commencer à faire des produits pour les agents. Ça veut dire qu'ils ne vont pas faire un OS ou une puce pour des humains qui auront des applications comme des agents, mais ils vont faire des data centers, des ordinateurs, des interfaces pour des agents. Et donc, Nvidia a annoncé notamment avec Grace Rubin, Vera Rubin, pardon, leur nouvelle génération de data center, qu'en fait, c'est quelque chose qui va pas être fait pour être utilisé par des humains. Vraiment, c'est vraiment fait pour des plateformes via des sites, des API, des applications, des data centers qui vont communiquer entre eux, mais ce ne seront même plus des humains qui vont piloter ça. Et en fait, ils disent, bah, ça change la manière complètement de penser, en fait, du coup, les puces. Et là, le projet Solara de chez Microsoft, alors attention, ce ne sont que des protos et des proof of concept. C'est pas quelque chose qu'ils vont lancer en vente. Vous voyez ici, c'est une sorte de badge et une sorte de petit écran smart. Mais l'idée, eh bien, c'est que vous n'allez plus vraiment interagir avec ici. C'est quasiment qu'une interface et un capteur pour un agent qui est toujours avec vous. Donc à travers un écran smart ou à travers un badge smart. Et vous voyez que le badge sur sa tranche, il a aussi une caméra si vous voulez scanner quelque chose, etc. Et en fait, l'idée, c'est que il va, avec des caméras et des capteurs, savoir si vous êtes prêt ou pas prêt de lui. Il va reconnaître votre voix, vous allez lui parler. Il va agir pendant que vous êtes là ou pas là. Il va comprendre des choses même sans que vous y fassiez attention. Il va continuer les tâches en fond. Et en fait, l'idée ici, c'est que chez Microsoft, le projet Solara, c'est des produits, mais qui illustrent en fait une nouvelle approche, c'est que Microsoft voudrait faire un OS pour des agents. Voilà. Et donc là, en fait, ce nouvel OS, il est même pas basé sur Windows, il est basé sur Android, ce qui est un peu étonnant.
Et l'idée pour eux, bah, c'est de se dire: «On va essayer de commencer à avoir des nouveaux objets intelligents», mais objets intelligents qui n'ont rien à voir avec ce qu'on pensait des objets intelligents, c'est-à-dire en gros des enceintes avec un micro quoi. À l'époque Google Assistant, Siri, Alexa, tout ça. Donc c'est pour l'instant, c'est du vaporware. Encore une fois, ces produits n'existent pas. Ils ne seront pas en vente. Ce sont des notes d'intention technologique, et des notes d'intention de développement et des notes d'intention commerciale. Mais effectivement, beaucoup, 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 beaucoup de géants de l'IA, encore une fois, ce sont des gens qui ont investi beaucoup dedans, donc il faut qu'ils croient et qu'ils fassent croire au futur qu'ils sont en train de vendre, nous disent qu'effectivement, de plus en plus, on va avoir des agents qui, j'ai envie de dire, la métaphore la plus simple, c'est un peu l'aspirateur robot, quoi, globalement. C'est qu'un aspirateur robot, bon, il aspire pas spécialement aussi bien que vous, mais en fait, l'idée, c'est qu'un aspirateur robot, il peut un peu bosser 24/24 discrètement, en tâche de fond. Il comprend globalement ce qu'il doit faire. Et puis après, quand vous rentrez chez vous, vous dites: «Ah bah, c'est cool, c'est fait». C'est un peu l'idée des agents actuellement, avant qu'un jour les agents soient hyper rapides, mais c'est d'avoir effectivement des ordinateurs qui, eh bien, sont équipés d'un point de vue hardware, d'un point de vue software, d'un point de vue application, avec tout pour comprendre qui vous êtes, où vous êtes, de quoi vous avez besoin, vous répondre assez vite, synthétiser un peu la solution qu'il va vous présenter. Et donc, si vous n'avez pas vu, il y a eu aussi pendant Google I/O, Google Spark, qui était donc un agent pareil qui va agir et faire plein de choses pour vous ou en votre nom. Et c'était assez effrayant là-dessus. Donc là, encore une fois, je dis pas que je suis hypé par Solara, mais c'était pour moi les 2 grandes annonces de Microsoft. C'était, eh bien, l'idée qu'on va peut-être, attendez, où est-ce que je l'ai? Il est là, projet Solara? Je l'ai ici. On va peut-être réinventer l'OS, on va peut-être réinventer l'ergonomie, l'UI, l'UX, voire, eh bien, les processeurs parce qu'ils vont devoir parler à des personnes très différentes d'un humain. Pour le reste, je vous rappelle que ça reste Microsoft et que pour moi, Microsoft, c'est clairement pas la boîte de référence d'un point de vue, heu, j'ai envie de dire solidité des solutions, voilà, c'est pas non plus c'est pas non plus aujourd'hui, la ref, même si c'est un géant du B2B, c'est rarement leurs produits qui sont les mieux foutus, quoi. Mais l'idée, j'ai envie de dire que cette idée d'avoir des ordinateurs et des OS pour des agents, donc pour des IA actives, me fait beaucoup penser encore une fois à tous les débats qu'on avait autour des lunettes qui étaient pas forcément mieux ou moins bien, mais qui interrogeaient sur la manière dont nous, on allait interagir avec l'informatique. Et et que peut-être que le futur de demain, c'est que quelqu'un rentre et dise juste, heu, enfin, avant de rentrer, dise effectivement le fameux, «Lance-moi le four, envoie-moi la recette de ce que je dois compléter pour le repas de ce soir, parce que je te rappelle qu'il y a Jenny qui vient et en fait, ton agent sait que Jenny, elle a telle allergie et il va te préparer la recette tout en scannant ton frigo et tes achats précédents pour savoir un peu où en sont tes stocks. Et il va commencer à préparer les courses pour toi et au moment où tu vas arriver au Leclerc Drive, ben, en fait, ce sera déjà chargé, tu auras juste à payer et cetera et cetera. Vous imaginez encore une fois cette idée d'agent qui en tâche de fond agit pour vous et c'est quelque chose qui fait évidemment rêver beaucoup de gens et qui en effraie encore plus. Voilà, là, c'est le fameux badge. C'est le badge d'entreprise, mais c'est un badge d'entreprise sous Android désormais avec des capteurs partout et qui, va évidemment, comprendre ce que vous faites, comprendre ce dont vous avez besoin, et cetera. Mabouya qui dit: «Franchement, j'ai le Claude, ça me suffit largement». Bah, Claude, c'est juste un bloc-notes, on va dire, qui fait de la transcription et de la traduction, mais là, on parle vraiment de quelque chose qui peut se loguer sur des sites pour vous. Ça fait penser au produit Rabbit d'Étienne Crapaud. Oui, encore une fois, c'était les visions du futur. C'était les visions du futur, d'il y a 2 3 ans, avec des startups un peu foireuses et un peu de et beaucoup de vent, on va pas se mentir. Mais l'idée, encore une fois, qu'un jour on arrive à une IA qui puisse agir en votre nom, effectivement, c'est un, comment dire? C'est quelque chose qui est vu depuis très longtemps. Enfin, ça dans la science-fiction, ça existe depuis 40 ans, donc c'est un fantasme qui existe depuis longtemps. Effectivement, dans le genre startup qui était autour de ça, Rabbit était parmi les premiers à dire: «Mais nous, on va avoir un truc qui va pouvoir agir sur vous, sur vos applications, sur vos comptes, agir en votre nom». Évidemment, ça n'a jamais fonctionné. Mais l'idée, elle était toujours là, bien sûr. Je ne sais pas comment ça va arriver. J'ai encore du mal à imaginer que Microsoft s'impose, parce que Microsoft, sur les produits, sont pas très bons. Sur les solutions, et les services, entreprises, ils sont omniprésents. Est-ce qu'ils sont bons? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont omniprésents, très puissants? Oui, à voir.
Fuse qui dit: «Je comprends vraiment pas comment ils peuvent vendre des solutions IA comme ça. Je pense dans le domaine, c'est pas du tout prêt». Et c'est ça, encore une fois, l'art de vendre. Encore une fois, des gens qui te vendent des solutions qui sont pas encore prêtes au moment où ils te les présentent, heu, c'est la base. C'est littéralement la base, malheureusement ou heureusement. Je vois dans le chat que vous êtes très sceptique, mais je le suis aussi, hein. Je vous disais juste que c'est un comment dire? C'est un shift important qui est en train de se jouer là et je vous dis pas que Nvidia qui pense qu'il faut faire des puces qui ne parlent plus à des humains ou Microsoft qui pense qu'il faut avoir des OS qui sont très différents dans notre manière d'agir, vont réussir. Encore une fois, la tech et l'innovation en général, c'est d'abord un cimetière de cadavres. C'est un cimetière de cadavres et puis à un moment sur une pile de 200 cadavres, il y a quelqu'un qui arrive à sortir et passer par-dessus le mur et ça passe et voilà. Mais voilà, pour une réussite, combien de tâtonnements ou d'objets qui étaient arrivés trop tôt, ou d'objets qui étaient bons dans l'idée, mais avec une mauvaise exécution, ou des gens qui avaient une mauvaise idée, mais une bonne exécution. Bon bref, le taux de mortalité de ce genre de projet est évidemment gigantesque. Mais je vous dis juste que en faisant ma revue de presse et en lisant beaucoup cette semaine toutes les annonces qui ont été faites, entre la Google I/O, du côté de chez Anthropic, la Microsoft Build et la Nvidia GTC, c'est en tout cas le courant que je vous fais remonter. Voilà, c'est un gros courant qui est en train d'être poussé par ces géants de l'IA. Est-ce qu'ils ont raison? On verra. Le speed de Windows était trop en avance, dit Lightbot. Je l'avais, je l'adorais. C'était boiteux comme pas possible, mais je l'avais et je l'adorais, je vous avoue. Voilà. Bref. Les gens. On a parlé du coup de trop de comment dire d'IA. On va juste parler un petit peu de produits pour finir, parce que bah, évidemment il y avait quand même beaucoup de choses. Alors je vous ai montré des claviers. Je voulais vous montrer eh bien justement une des rumeurs aussi qui va arriver, parce qu'on en parlait beaucoup. Là, alors désolé, ma lecture gratuite, mais Apple, qui fait partie des géants qui sont très, très en retard sur l'IA, qu'on attend au tournant, je vous rappelle, dès lundi. Parce que là, je vous ai un peu raconté ce que Nvidia, Google et Microsoft avaient annoncé, mais attendez un peu qu'Apple arrive lundi. Mais Apple serait très, 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 très chaud sur les lunettes. Et donc, on aura des lunettes globalement dans 1 an et demi. Et Apple voudrait faire, bah, selon Mark Gurman, le même coup avec les lunettes qu'ils ont fait avec l'Apple Watch. Je vous rappelle que l'Apple Watch, aujourd'hui, n'est pas la smartwatch la plus vendue du monde, c'est la montre la plus vendue du monde, toutes catégories confondues. Ils ont dépassé Swatch et compagnie. Et l'idée, c'est que, eh bien, je ne le savais pas, mais le marché des lunettes, je ne sais pas si Caliar est dans le chat, parce que Caliar, il connaît bien le marché des lunettes, vu qu'il bosse pour le géant des lunettes, eh bien, le marché des lunettes est encore plus grand que le marché des montres. Et surtout, vu qu'on devient tous et toutes vieux et qu'on passe notre vie devant des écrans, le marché des lunettes ne fait que grandir et que augmenter. Donc, dans un monde où Apple a triomphé avec l'Apple Watch qui génère des milliards et des milliards de dollars chaque année, et ben, dans ce monde-là, si Apple s'attaque aux lunettes, ça pourrait faire très très mal, puisque vraiment, ils veulent devenir le premier vendeur de montures de lunettes. Alors attention, ils visent le segment des montures entre 200 et 500 dollars. Donc attention, c'est pas tout le monde qui s'achète des montures entre 200 et 500 dollars. Mais ils veulent être numéro un dessus et ils en seraient très capables. Et pour ça, ils seraient en train de développer beaucoup de design de lunettes pour qu'il y ait beaucoup de choix, que ces lunettes aient l'air de lunettes très très normales et qu'il y en a un peu pour tous les styles. Et ça va être intéressant parce que je vous rappelle que Google est en train de revenir à la charge avec des lunettes en collaboration avec Warby Parker, avec Gentle Monster, que Samsung a montré ses lunettes, que tout le monde va arriver et que ça va être un sacré bordel. Voilà, on va y arriver. Tant qu'il y a pas de caméra dedans, il y aura des caméras dedans. J'en profite aussi d'ailleurs, en parlant de lunettes, parce que je ne voulais pas montrer, mais pour vous conseiller la très très bonne vidéo de Joanna Stern. Hop, donnez-moi 2 secondes. Qui a fait une vidéo sur le marché assez incroyable des gens qui justement eh bien, débloquent les lunettes, enfin débloquent. Voilà. Hop, c'est ici. Très très bonne vidéo où elle allait voir des gens qui en fait eh bien, modifient les lunettes méta pour que vous ne puissiez pas avoir la lumière qui s'allume. Je vous rappelle que la première version de ces lunettes, on pouvait littéralement mettre un bout de scotch dessus, ça marchait quand même. Ça a été corrigé dans les V2 et dans les V3. Et désormais, vous êtes obligé d'avoir la LED qui fonctionne et un capteur qui voit que la LED fonctionne pour eh bien, filmer ou prendre des photos.
Et évidemment, des petits malins, désormais pour entre 50 et 100 dollars, vous permettent de retirer cette LED et de filmer sans aucune lumière apparente, ce qui fera évidemment plaisir aux creepy, eh bien, dans le, comment dire, dans le monde. Et aussi, j'ai découvert les rescammers. Et donc là, les rescammers, je ne connaissais pas, c'est ça. Les rescammers, encore une fois, je pense que vous allez être heureux de vivre sur la planète dans laquelle on vit. C'est une nouvelle race d'influenceurs, de créateurs de contenu qui draguent des meufs avec des lunettes Meta Ray-Ban. Et donc, ils les draguent et évidemment, elles ne savent pas qu'ils les filment. Et donc, ils publient des vidéos d'eux en train de draguer, de flirter avec des meufs pour voir un peu comment ça rend. Et ben, ils font tellement de vues que désormais, les meufs qui se font aborder dans la rue par ces gros creepy reconnaissent directement le fait que vous avez des lunettes et elles sont là genre: «Mec, dégage, je veux même pas, rentrer là-dedans». Vous avez découvert un nouveau terme et un nouveau style d'influenceur, les Reelscammers. J'ai envie de tout brûler. Donc voilà. Mais, ce qui est intéressant et bien, c'est que, ici, elle a été acheter des lunettes. Elle a été chez un mec qui fait entre, 8 et 9 et 10 paires par jour, le mec, 8 et 10 paires par jour, avec une intervention à 100 pièce, donc, il se met quand même pas mal, avec très, 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 très peu de matériel. Voilà, de l'époxy, un petit crochet, hop, une petite Dremel et l'opération, elle est faite en 10 minutes et ça fonctionne nickel. Et évidemment, ce qui est trop, trop drôle, parce que c'est évidemment l'ironie de la situation, c'est que la plupart de ces modificateurs de lunettes pour des gens globalement un peu creepy, eh bien, ils se font connaître sur Meta, avec les ads Facebook et les marketplaces Facebook. Et donc voilà, Meta a promis qu'ils font la chasse à ces modificateurs de lunettes, mais évidemment, c'est impossible. Il y a un point qui est aussi intéressant sur la légalité là-dessus, c'est que c'est tout à fait légal. Vous avez acheté ces produits, ils vous appartiennent. Le seul truc, c'est que vous cassez la garantie et que, en cas de problème, eh bien, Meta ne va pas vous réparer ces lunettes. Elles sont hors garantie parce qu'elles ont été modifiées et cassées. Mais évidemment, Meta ne peut pas attaquer en procès les personnes qui modifient ces lunettes ou qui demandent à faire modifier ces lunettes. Donc c'est évidemment très très drôle. Si j'ai envie de dire, c'est un peu méta de se dire que Meta fait la chasse aux gens qui débrident des lunettes Meta Ray-Ban. Ça me fait beaucoup trop rire. Voilà. Bon, après, encore une fois, ils savent très bien que leurs lunettes sont très problématiques aujourd'hui, mais ils s'en foutent, ils en vendent des millions. Ça s'écrit comment? Demande Taramarex. Riz Scammer, Riz c'est R-I-Z-Z. Donc le Riz, si je ne m'abuse, c'est un peu l'art de flirter dans le langage Gen Z. Oh, je vais parler comme un Gen X là. Oh là là. Voilà, donc je vous ai mis un lien vers la vidéo de Joanna Stern. Je vous rappelle encore une fois, Joanna Stern, allez la voir. C'est vraiment, c'est une des meilleures journalistes tech du monde. Et elle s'est lancée en tant que youtubeuse indépendante depuis quelque temps. Elle fait déjà des bêtes de vidéos. Donc je vous ai mis le lien là-haut, mais évidemment, abonnez-vous. Vivement les boucles d'oreilles EMP pour se protéger du Rufi. Ben, en fait, il y a des gens. Alors, est-ce que c'est dans cette vidéo que je l'ai vu ou pas? Je crois qu'il y a des gens qui commencent à se balader avec voilà, bah, c'est ça. Il y a une application ici qui s'appelle Nocam et qui est une application Bluetooth que vous pouvez télécharger sur votre iPhone pour détecter autour de vous des métarabands qui sont actives. Et le développeur ici, il en parle. Voilà. No Glass Hole, ça s'appelle. Interdit aux trous de balles à lunettes. Et il dit qu'en fait, bah, l'application, elle est assez simple. Elle permet de détecter effectivement dans votre environnement proche si quelqu'un se balade avec des Meta Ray-Ban actives. Mais il dit, par contre, je pourrais rien faire parce que le jour où en fait Meta change la signature Bluetooth ou bloque quelque chose, mon application elle sera bloquée direct. Mais en tout cas, il a voulu faire cette application pour un peu manifester contre cette génération de gens très creepy qui utilisent les lunettes. Après, ce que je trouve très intéressant aussi dans le discours, parce qu'encore une fois, c'est pas un discours qui est tout blanc ou tout noir, même si encore une fois, le fait que ça commence avec Meta, c'est plutôt sombre. Voilà, j'aime beaucoup aussi le fait que Johanna Stern a interviewé le mec avec ses lunettes, donc le mec dit mais elle me filme, moi, elle me filme pas. Ce que je trouve très intéressant, c'est que moi, vous savez, j'aime beaucoup, encore une fois, on en a même parlé dans Tech On Me hier avec la team. Moi, j'aime beaucoup ce form factor de caméra. Encore une fois, créateur de contenu, sportif, j'ai envie globalement de me libérer de regarder un écran. J'ai envie d'avoir des informations qui sont plus discrètes, plus minimalistes, plus utilitaires. J'ai envie d'avoir mes mains libres, mon regard de libre, même si encore une fois, je vais toujours vous regarder un peu comme ça. Oui, 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 je suis là, je suis avec toi. Oui, bien sûr. Mais c'est toujours mieux que d'être comme ça.
Oui, ouais, je suis avec toi. Non, mais j'ai reçu un like, je voulais voir que c'était. Voilà, ça, c'est évidemment encore pire. Donc moi, j'ai toujours été quelqu'un qui pense que les lunettes, il y a un vrai potentiel pour ne pas nous sortir, encore une fois, de notre addiction aux data, aux données et aux réseaux sociaux, mais en tout cas, nous sortir physiquement un peu du vortex dans lequel on est actuellement et qui fait que le smartphone, vraiment, nous prend les 2 mains et les 2 yeux et le regard, quoi. Donc il y a un monde, je vous rappelle qu'il y a des startups qui ont décidé de sortir des smart glasses sans caméra, mais avec des alertes et des enceintes et des micros. Voilà. Mais il y a un monde où je trouve ça intéressant. Et puis aussi, il y avait un monde qui, enfin, il y a un truc qui était très cool, mais encore une fois, c'était pour filmer en cachette, mais pour la bonne cause. Il y a une journaliste, une consoeur de Johanna Stern, qui lui explique dans la vidéo qu'elle, elle est journaliste et que quand elle a été filmée eh ben, des manifs des petits faf américains, les petits magas, les petits gars d'extrême droite américains, et bien pour filmer sans avoir peur de se faire agresser par les manifestants ou en tout cas de se faire nasser par la police, eh bien, elle a fait modifier ses méta Ray-Ban et elle a pu filmer sans se faire remarquer. Donc, donc voilà. Donc c'est très intéressant et je vous le dis aussi de la même manière un peu que là on parlait d'un marché pour les ordinateurs, pour l'IA, le marché des smart glasses, il ne fait que commencer. Le fait qu'une entreprise aussi détestée que Meta arrive à en vendre des millions, je vous laisse imaginer quand Apple va débarquer sur le marché. Et je vous parle même pas en plus de toutes les marques qui sont en train d'arriver, donc Xreal, Samsung, Google et compagnie. Donc il va y avoir de plus en plus de smart glasses. On en parlait aussi dans Tech On Me. Je pense aussi que c'est une question d'habitude. Voilà, comme je disais, il y a 20 ans, c'était compliqué de savoir que quand quelqu'un était comme ça, en fait, il était en train de prendre une photo discrètement d'une personne. Aujourd'hui, en fait, on arrive très facilement à voir quand une personne est sur son téléphone comme ça ou quand elle est en train de filmer comme ça, en fait. Le changement d'angle et de regard, on voit quand une personne, même discrètement, elle essaie de filmer quelqu'un ou de prendre une photo. C'est grillé, en fait. Avant, on était en mode, mais c'est horrible, en fait, on ne saura jamais si quelqu'un prend en photo avec un smartphone. Aujourd'hui, on commence à le voir. Je pense qu'avec les lunettes, ce sera un peu pareil. Plus subtil encore qu'avant, mais pareil, c'est quelque chose qui fait qu'on va avoir une mémoire visuelle, on va voir les petits signes subtils qui font qu'on sent qu'une personne est en train de filmer ou pas. Voilà, bref. Donc, sachez que chez Apple, ça va arriver dans 1 an et demi et qu'on risque d'avoir le scénario que vous connaissez tous et toutes, un marché qui a maturité ou un marché qui ne grandit pas trop, et Apple débarque dans le game. Et pour les bonnes et les mauvaises raisons, Apple fait exploser le game et voilà. Ça reste interdit de filmer en public, tout à fait. Enfin, ça reste interdit de diffuser des images que tu as filmées en public. Ce n'est pas interdit de filmer en public. C'est interdit de filmer des gens normalement sans leur consentement. Tu dois leur demander une autorisation. Et après, je vous rappelle aussi qu'il y a des métiers et des statuts qui vous permettent de filmer les gens sans leur demander leur autorisation. Et notamment, les rédactions d'information peuvent filmer des manifestations, des gens dans des stades, des gens qui passent dans la rue, au nom du droit à l'information, sans avoir à demander les, euh, les autorisations, si la personne, en tout cas, n'est pas interrogée, ne parle pas. Bref, c'est encore une fois un avenir qui est, je sais pas, je sais pas quoi vous dire. Vous connaissez mon rapport à la tech depuis 2 ans là, c'est compliqué quoi. Le moi normalement est toujours émerveillé par les avancées, par ce qu'on peut faire, etc. Et puis le moi plus responsable, plus citoyen est vraiment. Si je tenais l'alcool, j'irais prendre un petit verre quoi. Je finirais comme ces petits vieux, voilà, qui vivent au bord d'un lac dans une petite cabane et qui sont devenus misanthropes, un peu, voilà. Bande de merde. Alors, voilà en tout cas pour cette vidéo, c'était vraiment très très, très très cool. Dernier point aussi, on va passer de chez Apple à chez Google, on va passer de vos yeux à votre poignet avec, ça, voilà, la Pixel Watch et j'ai une question à vous poser. Est-ce que c'est un fake ou pas? Là, actuellement, on a la Pixel Watch 4 et on a très certainement une Pixel Watch 5 qui va être annoncée. Mais dans quel monde et quelle est la probabilité pour qu'une Pixel Watch 5 prototype ait été perdue au fond de la mer et que des plongeurs la remontent et que parmi ces plongeurs, il y ait le PDG de Gearbox, les mecs de chez Borderlands? Camoulox ou pas? Mais oui, alors c'est l'histoire où tout le monde est en train de dire mytho, mytho, tu fais une OP spec Google. Mais incroyable.
Donc Randy Pitchford, qui, pour les gens qui ne le connaissent pas, est un énorme trou de balle. Randy Pitchford, donc Monsieur Borderlands, nous dit qu'un de ses amis a fait de la plongée et a remonté une Pixel Watch 5 des fins fonds des océans, sous l'océan, sous l'océan, et que non seulement la montre était quand même intacte malgré qu'elle ait été retrouvée au fond de l'eau, mais qu'en plus elle avait encore juste assez de batterie et que, miracle, ils ont réussi à retrouver le propriétaire. Je suis là genre, c'est une OPSP, c'est une OPSP. Alors, promis, c'est pas une OPSP. Vous savez que Google, en fait, ils sont tellement nuls pour garder secret que, en fait, c'est devenu les premiers à fuiter leurs propres produits. Mais j'avoue que là, ce serait une première. Ce serait une première d'utiliser le PDG d'un studio de jeux vidéo comme influenceur pour créer une fake news. Incroyable. Alors lui, il jure que vraiment ça n'a pas été, c'est pas un truc qui a été, comment dire, qui a pas été scénarisé par Google et par lui. J'avoue que lui, il a pas grand-chose à voir comme business. C'est pas Marquis Brownlee, le mec, donc il a rien à foutre de la tech. Il a jamais été impliqué ou fait de la com pour de la tech. C'est un mec du jeu vidéo. Pourquoi lui? Je ne sais pas. Mais je vous avoue que je sais pas si c'est des gens du marketing qui ont fumé beaucoup trop de cocaïne par les orteils ou si vraiment c'est l'histoire la plus incroyable. Mais voilà quoi. Sachant que pour les gens qui ne le connaissent pas, Randy Pitchford est vraiment un mec qui a une très mauvaise réputation dans le milieu du jeu vidéo et il est pas du tout aimé par les gamers. Donc, si à un moment je voulais faire un coup de pub en disant oh mais incroyable, on a retrouvé un prototype de la prochaine montre Google au fond de l'océan, je sais pas, j'aurais été prendre Alicia Liu ou des gens cool quoi, Hélène Gu ou je sais pas, voilà, l'actrice de God of War Luffy, mais pas Randy Pitchford. C'est incroyable. C'est quoi le c'est quoi le reflet du téléphone? C'est un iPhone R, je pense. Très certainement un iPhone R. Attendez 2 secondes, j'envoie un petit message à ma meuf parce que j'ai reçu un appel de ma nièce. Et voilà. Et enfin, parce que c'est aussi le Computex, il faut vous montrer des écrans. Voilà, des écrans. Bon, déjà, je vais montrer l'écran le plus malaisant et malheureusement, ils vont vraiment me détester, hein. Il vient de chez MSI. Attendez, d'abord, je remets la news, pardon. Je remets la news, hop, ici. Boum. Si j'avais pas mis un, si j'ai mis un lien. L'écran le plus malaise, c'est l'écran d'un boîtier avec un hologramme devant chez MSI. Il n'y a que MSI pour faire ce genre de choses. Ils l'ont fait. Et si je ne m'abuse, vous avez même un compagnon virtuel qui peut s'animer sur votre écran OLED en façade de votre boîtier PC. Ça, on ne pouvait pas faire plus computex que ça, quoi. C'est-à-dire un géant taïwanais qui vous montre une innovation un peu what the fuck avec du RGB. Je pense que c'est la mascotte du Computex de cette année, cet ordinateur. Il n'y a que eux pour faire ça. Il y a que eux pour faire ça. Attendez, j'essaie de vous trouver une démonstration avec notamment la mascotte en hologramme. C'était un... C'est MSI, quoi. Encore une fois, je vous rappelle, c'est une boîte qui a un dragon, un tatouage de dragon tribal en tant que logo, quoi. Donc, il est où? Le voilà. Je sais pas quoi dire. Je vous ai parlé de la musique, je vais couper la musique parce que vraiment, c'est en plus, c'est la musique en plus, c'est genre, ils se sont dit, hey, c'est trop cool Skrillex, non? Bon, voilà. Euh, Ah, il y a des gens qui adorent. Oh bah non, vous êtes faibles. Non mais un PC avec un écran devant, ça va, c'est pas nouveau. Mais là non, est-ce qu'on voit le compagnon hologramme? Non mais qui a envie de changer ses réglages sur un autre écran sur son écran principal? C'est vraiment pour dire je l'aime, mais en fait tu te fais chier au bout de 2 secondes d'avoir ça. Mais qui veut changer ces trucs sur un écran tactile sur le côté? Attendez, il est où le compagnon là? Non mais qui veut regarder son assistant IA quand il joue à Pass of Exile ou à Diablo? Non. Ah mince, j'ai plus le compagnon. Ah, le compagnon holographique. Ah, c'est Cocotte qui l'a, magnifique. Mais Conan qui dit après on s'étonne que les gamers sont pas pris au sérieux. Après, MSI c'est vraiment le Jackie du groupe, hein, par rapport aux autres. C'est vraiment le plus. Ah voilà. Ah voilà, ça, en fait, c'est un autre ordinateur. Pardon, je me suis trompé, c'est un autre modèle d'ordinateur que MSI vend. Vous voyez, avec un écran holographique devant. Ah bah voilà, c'est celui-là. Voilà. Qui a envie d'avoir un petit dragon modélisé comme Spyro des années 2002 en hologramme chez soi? Bon, c'est le Computex, hein.
Aïe, aïe, aïe. Ah non, mais attendez, le chat, non, non, le chat, s'il vous plaît, non, ne me lâchez pas maintenant, ne me lâchez pas maintenant. On est là pour juger les Jackie et le RGB, ne craquez pas. Voilà, c'est le moment où on regarde Arte, on mange bio, on adore les trucs minimalistes, monochromes. S'il vous plaît, je sens que vous êtes en train de me lâcher, je sens que vous êtes en train de me lâcher là. Aïe, 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 aïe. S'il vous plaît, non, restez fort. On est censé être la police du bon goût qui est méprisante, évidemment. C'est quoi le mépris de classe du RGB? Quelqu'un peut me trouver l'équivalent du mépris de classe du RGB? Est-ce qu'on fait du RGBisme? Du RGBisme? Je sais pas. Ah là 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 là. Vous êtes dur. Bon, bref, on va revenir à des écrans classiques parce qu'en fait, je vous perds là. Vous êtes tous en train de dire, mais il vaut combien ce. Non. M'obligez pas à vous remontrer la vidéo avec l'assistante IA du petit salaryman japonais qui est seul chez lui et qui s'endort avec elle en disant «Ah, c'est bien d'être attendu le soir à la maison». Ne m'obligez pas à lancer cette vidéo. Euh, on continue avec des écrans rapidement parce qu'il y en a eu. Voilà. Rapidement, il y a eu des écrans. C'est le Computex. Et c'était la fiesta des écrans, évidemment, avec toujours plus de résolution, toujours plus de fréquence. MSI, qui ne s'arrête jamais à si bon compte, vient d'annoncer un écran triple mode. C'est plus dual mode, c'est triple mode désormais parce que vraiment, il ne pouvait pas s'arrêter là. Donc, vous avez de la 4K à 360 Hz, vous avez de la 2K à 520 Hz et vous avez de la 1080p à 680 Hz. Parce que vraiment, vous avez envie de changer de mode dans tous les sens. Voilà, regardez les graphismes chez MSI, s'il vous plaît, quoi, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. C'est pas fait pour moi. Encore une fois, je vous le dis, MSI, ils font des bons produits, hein, mais putain, l'habillage, c'est dur. Bon, on va du côté de chez, justement, de chez Samsung parce que, évidemment, ce qui vous dit MSI, voilà, ça vient de chez Samsung à la base, c'est nouveaux écrans. Donc, si vous n'avez pas encore craqué pour un écran OLED qui sont en train d'exploser, là, je crois que ça fait plus 30% par rapport à l'année dernière, et ben, les nouvelles dalles que vous avez, donc cinquième ou sixième génération, si je ne m'abuse, sont encore plus rapides qu'avant. Donc là, ce que je vous ai montré chez MSI, c'est évidemment basé sur cette dalle. Et vous avez surtout encore une nouvelle amélioration du rendu de texte. Je vous rappelle que les textes étaient le truc qui était le moins bien rendu dans les écrans, spécialement les écrans avec les dalles Samsung, et qu'ils ont fait des gros progrès l'année dernière, et ils en refont encore cette année. Apparemment, c'est maintenant vraiment top de chez top. Voilà. Et pour les gens qui veulent, eh bien, pas payer trop cher, sachez que Alienware, je ne savais pas pourquoi, mais désormais Alienware est vraiment la marque qui sort les ordinateurs, notamment les moniteurs les moins chers. Alienware a sorti un moniteur QD OLED 34 pouces, pas cher, et un moniteur QD OLED 27 pouces à 350 $ hors promo, ce qui est assez fou. Voilà, donc évidemment, ce soir, on juge, hein, donc on juge très fort les gens, genre ah là là, le RGB, et là, c'est ah là, t'es pauvre, puisque je me suis, moi, intéressé à ce modèle-là qui va intéresser les gens qui veulent taffer et jouer en même temps. Pourquoi? Parce que c'est un écran 39 pouces, 5K 2K, avec une dalle de chez LG, hein, il y aura le même modèle chez LG. Mais ce qui est bien, c'est que en plus, si je ne m'abuse, il y a du KVM pour brancher deux ordinateurs sur un seul clavier, un USB-C pour venir charger votre ordinateur, voilà. Plein de fonctionnalités presque un peu bureautiques. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. On attendra de voir parce que c'est vrai que souvent, maintenant, Alienware, qui était souvent une marque qui faisait payer très cher pour un putain de badge d'Alien, désormais est une marque qui fait payer moins cher pour un putain de badge d'Alien. Donc je trouve ça pas si mal parce que après aussi, je vous rappelle que derrière, c'est Dell. Donc plein, plein, plein d'écrans. Et dernier point, une souris. Alors je vais montrer une souris un peu étrange, mais intéressante. C'est une souris pareil pour les gens qui voulaient une souris un peu plus jeux vidéo taf, hein. Je vous rappelle que j'ai acheté plein de souris pour jouer aux jeux vidéo et taffer en même temps, notamment ma petite Keychron Vertical Mouse là, qui a un super capteur, une très bonne ergonomie. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le chat? 65% des gens disent non, je veux pas du MSI, et 35% des gens disent je veux l'hologramme. Fort. Après, je dis ça, franchement, mon décor, on dit un RGB vivant. Donc, qui suis-je? Qui suis-je? Une souris Stream Deck. Ouais. Je vous rappelle que Corsair, mais détient aussi le gâteau, donc les gens qui font les Stream Deck. Et qu'il y a quelques temps, ils avaient sorti une manette que j'avais adorée, qui était la Scuf. Ça, je l'ai plus en tête. Quelqu'un va me retrouver le nom de cette manette, puisque je l'ai testée, je l'ai adorée. Une manette de jeu qui avait 5 touches Stream Deck un peu intégrées dans la manette, ce qui était vraiment top pour
jouer en streamant par exemple ou bosser. Ils ont sorti aussi, je vous rappelle, un clavier avec un Stream Deck intégré à droite du clavier à la place du pavé numérique et désormais là, ils sortent une souris de jeux vidéo, voilà, avec un design qui fait un peu 2003-2004, hein, en termes de design, un peu les souris MMO. Mais évidemment, l'intérêt pour les gens, c'est qu'il y a une touche Stream Deck, voilà, qui est sous le pouce, en plus des raccourcis. Donc vous avez 2 raccourcis sur le pouce, 2 raccourcis sur l'index en plus du bouton principal, donc un peu genre un peu la G502 de Logitech, et un bouton Stream Deck qu'on va pouvoir complètement customiser pour faire un peu ce qu'on veut. Donc je rappelle que la force du Stream Deck, c'est qu'on peut assigner des fonctions d'à peu près tout pour gérer son PC, son stream, son jeu vidéo, etc., etc. Et je sais qu'il y a des gens dans le chat qui s'en foutent d'avoir des souris qui pèsent 29 grammes avec un bout de carrosserie troué et qui veulent un peu des souris un peu plus grosses, un peu plus lourdes, un peu plus classiques avec plein de touches. Et ben voilà, celle-là, si vous êtes dans l'écosystème Stream Deck, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vous ai mis le lien ou pas? Non, je vous mets le lien. Pourquoi personne n'a tenté de sortir une souris avec une forme de G502X à 60 grammes The Citizen? Il y a des tentatives, mais c'est compliqué parce que bah, la silhouette même de la G502X est assez massive. Le fait qu'il y ait beaucoup plus de boutons, ça rajoute du poids, un petit peu de poids. Mais dans un monde où on se bat un peu à chaque gramme pour descendre sous une certaine barre, c'est pas facile. Mais tu peux trouver notamment des coques en impression 3D qui imitent un peu des silhouettes de souris très ergonomiques comme la G500X en étant plus légère. Bref, je trouvais ça un petit peu rigolo. Honnêtement, je trouvais ça un petit peu rigolo et je vais suivre ça. Donnez-moi 2 secondes maintenant. Je vais prévenir mes invités. Hop, voilà. Bonjour Kiruya, j'espère que tu vas bien. Maintenant, je vous avoue les gens que j'ai pas fait toutes les news du Computex parce qu'il y avait des boîtiers, des ventilateurs, des radiateurs, des claviers, il y avait un peu de tout. Je vous avoue que c'était un peu la tétrachée de petites annonces, voilà. Mais globalement, aussi pour vous donner une idée et pour vous donner un peu plus une synthèse, un peu comme je préfère vous faire en général, plutôt que de vous énumérer toutes les annonces et toutes les specs, c'est un peu compliqué le Computex. Parce que, encore une fois, c'est un salon qui est très traditionnel, qui est le salon de l'informatique. Donc c'est là où les fabricants de cartes mères, les fabricants de cartes graphiques, les fabricants de claviers, de souris, de boîtiers, de câbles, de water cooling, etc., viennent pour montrer leurs nouveautés. Mais on est dans un monde où les gens ne veulent plus monter de PC ou ne peuvent plus monter de PC. On est sur, évidemment, je vous rappelle, un monde où, en fait, ce n'est plus abordable de créer un PC aujourd'hui, de monter un PC soi-même, puisque le prix de la mémoire vive, le prix du stockage, le prix des cartes graphiques et bientôt, je vous rappelle, le prix des CPU, parce que là, je vous l'ai dit, je vais vous le redire, je vais vous spammer avec. Si vous voulez acheter des processeurs, c'est peut-être le moment, puisqu'on rentre maintenant dans l'ère de l'IA agentique, et l'IA agentique, elle a besoin de processeurs costauds. Donc il y a un monde aussi où peut-être que, voilà. Bon, après, c'est pas exactement le même problème que pour la mémoire vive et le SSD, mais je suis pas sûr que le prix des processeurs baisse drastiquement dans les prochains mois, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que c'était un salon, en fait, la discussion, c'était pas tant les produits, dire: «Ouais, tu as sorti un nouvel écran QD OLED qui va à 721 Hz par rapport à la concurrence, tu as sorti des trucs hologrammes ou tu as sorti des tapis de souris avec une waifu dessus». La question, c'était plutôt de dire: «Mais est-ce qu'on va vendre tout ça?» parce qu'en fait, ben, les gens, ils veulent plus faire de PC, quoi. Je sais pas si dans le chat, il y a des gens qui voulaient se faire un PC cette année et je veux bien savoir pour les gens qui voulaient se monter un PC cette année, si vous l'avez monté ou pas, ou si vous avez un peu annulé le projet. Moi, je vous avoue que j'ai une chance, un timing de fou, puisque moi, mon PC, il date de février-mars 2025. Et globalement, je ne savais pas que j'étais à ce point-là au bord du précipice. Mais moi, j'étais au bord du précipice avant que les prix explosent, quoi. Je récupère un peu ce qui se passe dans le chat. Est-ce que j'ai un avis sur l'EWC d'Yatian Crapaud? Pas trop. Voilà. Pas trop au sens où le WC, c'est du sports watching un peu spectaculaire, c'est jamais la compétition qu'on préfère, la structure de la compétition elle-même est faite pour faire gagner l'équipe d'Arabie Saoudite, c'est un peu débile, quoi. Voilà. Beaucoup d'argent, je vous avoue, donc ça peut faire vivre beaucoup de personnes confortablement et autant prendre l'argent, mais sportivement, c'est pas l'événement le plus intéressant. Alors, Expas qui dit: «Bonjour, oui, je voulais faire un PC et non, je ne l'ai pas fait». Zul Calibre qui dit: «Je voulais faire un PC l'année dernière, j'ai abandonné, je reste sur mon ancienne config». Yek qui dit: «J'étais calmé par le prix de la RAM». The Citizen qui dit: «J'ai une promo d'enfer pour de la mémoire à un prix très bon. J'ai changé de carte graphique en janvier. Je ne prendrai rien d'autre». Tu de la chance.
Zulkaber qui dit: «J'attends que ça diminue». Voilà. Ascel ou Askel qui dit: «J'aurais aimé changer mon PC l'année prochaine, mais si rien ne change, je vais changer mes plans». Gpif qui dit: «J'ai refait mon NAS», mais c'est pas vraiment un PC complet, on va dire. Merci Bogimat, merci à toi pour les 37 mois d'abonnement. Merci pour le soutien. Vinted, Gpif qui dit: «J'ai dû acheter ma mémoire vive sur Vinted». Incroyable. Sachez, hein, qu'il y a de la mémoire vive et des cartes graphiques chinoises qui sont en train d'arriver pour combler le manque de références, hein. Je voulais faire un PC l'année dernière, mais je pense que ça va partir sur un Steam Deck, je suis un corbeau. Alors, je suis un corbeau. Comment te dire les choses poliment? Mais comme disait Vita: «Mel, assieds-toi, faut que je te parle». Si tu vas acheter un Steam Deck maintenant, bref, assieds-toi, faut que je te parle. Cachonnerie qui dit: «J'ai acheté en août 2025, juste avant l'explosion, 64 gigas de RAM à 218 €». Ah ouais, c'est fou. Je voulais acheter de la RAM en septembre 2025, dit Huraken, et je me suis dit que ça pouvait attendre décembre. Résultat, je suis resté à 16 gigas, j'ai rien acheté. Bah ouais. Alors pour les gens qui ne sont pas au courant, le Steam Deck est en rupture de stock depuis plusieurs semaines parce que, encore une fois, pénurie, et que cette machine que je vous recommande souvent parce qu'elle a un rapport performance, expérience prix imbattable, et ben, désormais, elle a pris entre 210 et 240 € de hausse de prix. Voilà. Donc le Steam Deck OLED 1 téraoctet qui coûtait 580 € coûte désormais, 920 € je crois? 600, il coûtait 680 €, ça coûte désormais 920 €. Valve, ils doivent l'avoir mauvaise. Et d'ailleurs, on va en parler, on va en parler là parce que il y a une nouvelle entrée de blog chez Valve, et la Steam Machine, donc que beaucoup de gens entendaient comme une petite machine sympa, mignonne, pas trop chère, voilà, et qui a été repoussée, eh bien, elle va arriver vraiment cet été. Alors ça me fait la petite transition machine, jeux vidéo, et donc je vous rappelle, eh bien, que, la Steam Machine qui devait être justement pareil, comme le Steam Deck. Le Steam Deck, c'était une machine de jeu portable, avec un très bon rapport, performance-prix. Voilà, puisque encore une fois, le constructeur se refaisait sur la vente de jeux. La Steam Machine, c'était pareil, c'était une machine de salon qui était beaucoup plus puissante que Steam Deck, mais qui était aussi beaucoup plus simple à faire parce que pas d'écran, pas de batterie, pas de compromis, et cetera, mais qui devait être une machine de jeu accessible. Elle a été repoussée, elle devait sortir en tout début d'année, elle a été repoussée, repoussée, repoussée. Valve ne s'est pas caché que, ben, l'idée et le fait que, les composants aient explosé, ben, ça fait mal à tout le monde, mais encore plus aux gens qui sont censés vendre des choses qui sont un peu entrée de gamme, pas chères, et accessibles, et ben, ça a été repoussé. Mais là, eh bien, dans cette petite entrée de blog de Valve, on apprend, que, le programme de vérification continue d'avancer et qu'ils vont bien sortir la Steam Machine pour cet été. Alors cet été, ça veut tout rien dire, c'est-à-dire que c'est entre le 22 juin et le 22 septembre globalement, mais la question c'est combien ce truc va coûter? Combien ce truc va coûter? Est-ce qu'il y aura effectivement Half-Life 3, qui est une des rumeurs, un des serpents de mer depuis 1 ou 2 ans, qui va accompagner, la machine, et qui permettrait de la vendre? Je sais pas, mais enfin, on est sur une machine qui risque de coûter 1 200, 1 300 €, qui est pas du tout un prix abordable, qui est pas du tout le prix qu'on aurait espéré, bien sûr. Donc, j'ai envie de dire bonne chance Valve. Je suis un peu désolé pour eux parce que vraiment ils ont le vent en poupe, ils ont créé un élan depuis 4 ans avec le Steam Deck, et là, en fait, au moment où vraiment ils peuvent passer la seconde, c'est-à-dire faire toujours plus de Steam Deck, sortir le Steam Frame, sortir la Steam Machine, et ben, ils se prennent un mur dans la gueule, et je ne sais pas ce que ça va donner. Après, il ne faut pas sous-estimer encore les fans de Valve et de Steam. On a vu que les Steam Deck, qui étaient sortis avec des prix complètement pétés, donc voilà, Steam Deck 240 € en plus, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Et ben, ils sont été en rupture de stock dans le monde entier, sauf au Japon, en moins de 24 heures. Donc même avec une hausse de prix complètement débile, les gens veulent s'arracher le Steam Deck. Donc peut-être que les Steam Machines à 1 300 €, elles vont se vendre quand même si elles n'en vaudront pas beaucoup la peine. Après, j'ai envie de dire, ça coûtera très cher et plus cher que ce que ça vaut, mais par rapport à un PC neuf que tu voudrais te faire à côté de la Steam Machine, peut-être que la Steam Machine restera une meilleure affaire que de se faire un PC neuf à performance égale. À voir. Est-ce que c'est une console d'un ordinateur? Demande Atienne Crapaud. Oui, c'est les deux. Je vous rappelle que c'est un PC sur Linux
qui démarre avec une interface de console qui se commande, qui s'allume, qui s'éteint via la manette de jeu, qui se manipule 100% à la manette de jeu et qui peut, si vous le voulez, basculer en mode bureau. Et là, vous avez un Linux tout à fait complet et capable. Et voilà. Mais le but du jeu, c'est évidemment d'avoir une petite machine compacte, puissante, silencieuse et bien optimisée pour être mise notamment dans votre salon et fonctionner quasiment que à la manette, quoi. Mais après, il y a des gens qui veulent s'en faire un PC. Faites-vous-en un PC. Vous pouvez même installer Windows dessus si vous voulez, donc il n'y a pas de souci, quoi. En vrai, un truc comme ça à 1 200 €, ça me choque pas. Bah, vu la puissance, Bétor, on aurait enfin, moi, j'espérais plutôt une machine qui coûte plutôt 699 €, 799 € que 1 000 €, quoi. Et on est dans un marché où chaque cinquantaine ou centaine d'euros, c'est comme les consoles de jeux, ça fait très, très mal. Si vous êtes dans le marché des PC, que vous êtes habitué à acheter des grosses machines de jeux ou dépenser beaucoup d'argent, vous dites 50 €, c'est pas grand-chose. Quand vous achetez une console de jeu, une console qui passe de 450 à 500 €, ça fait mal pour beaucoup de personnes. Donc là, quand on voit le delta de variation que peut subir les machines de Valve, ça peut freiner beaucoup de personnes qui veulent justement le meilleur rapport qualité-prix à 50 € près. Alors, peut-être qu'un jour, on connaîtra le prix initial du Steam Deck, du Steam Machine au prix où il a été prévu. Heu et on saura si effectivement il a pris 50 ou 300 €. Mais là, ça sent quand même très, 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 très mauvais d'un point de vue, et bien, d'un point de vue, d'un point de vue, rapport qualité-prix, quoi. Et c'est pas la faute de Valve, encore une fois, hein. Si elle a pas la puissance pour essayer le casque de VR avec, c'est chelou, dit Ruffy. Alors attention, le Steam Frame n'est pas un casque VR qui fonctionne seul. C'est un casque, enfin, si c'est un casque VR qui fonctionne seul et qui est autonome. Donc vous n'avez pas besoin de Steam Machine pour faire tourner le Steam Frame. Après, le Steam Frame peut devenir un casque, effectivement, qui n'est qu'un moniteur externe branché sur une machine, mais je pense pas que la Steam Machine sera une bonne machine pour faire tourner des jeux VR. Mais bon, à voir. À voir. Bonsoir les gens qui nous rejoignaient. Bonjour, bonsoir Siagrius, bonsoir Wi-Fi Swan, bonsoir tout le monde. Encore merci d'être là ensemble. Je vous rappelle que on va passer une grosse, grosse, grosse soirée, que là, ce n'est que la première partie. Voilà, on n'est que sur la première partie, parce qu'après, on va être rejoint par plein de gens. Voilà. Bref, avant que justement on rejoigne tout le monde, je fais un petit point jeu vidéo général avant qu'on s'attaque évidemment aux conférences. Je ne vais pas revenir sur le State of Play de PlayStation. Je vous ai fait une petite vidéo. Je me suis couché à 5 h du matin pour la faire, une vidéo de 4 minutes 44 qui vous donnait un peu mon sentiment et ma synthèse sur le State of Play. Globalement, Sony est en train de revenir à ses premiers amours d'il y a 10 ans. Voilà. Et on aura une console avec une carrière un peu bizarre parce qu'en fait, maintenant, on connaît presque la fin de carrière de la PlayStation 5. Je vous laisse aller voir la vidéo. On va aller eh bien, du côté du jeu vidéo et je vais parler peut-être un peu plus de tech de jeux vidéo, justement, parce que là, on parle de la Steam Machine, parce qu'après, on aura l'occasion avec Camille, avec Panta et peut-être avec Petit Avion de parler de jeux vidéo, pur jeux vidéo. Bref. Pour rester dans le Computex, parce que je vous rappelle que le Computex, c'était les constructeurs, mais aussi maintenant de machines de jeu. Asus, qui fête les 20 ans de la marque ROG, je ne savais même pas que la marque ROG avait déjà 20 ans, a décidé de se la jouer bling bling. Et je sens les gens dans le chat qui vont être là, genre, c'est sale. Oh, c'est sale, je vais être jugé par la MUA, mais c'est sale. Mais bon, j'avoue, le noir et or, petit côté bling bling égyptien, j'ai envie de dire, il y a eu pire colorway. Bon, le bouton Xbox, il crache un peu au milieu de tout ça. Mais Asus annonce eh bien, des claviers en édition limitée transparent noir et or, des souris en édition limitée transparente noir et or. Et là, ils sortent un bundle dont ils n'ont pas donné prix parce qu'on va se faire tabasser la tronche avec la Xbox Ally X20 qui est donc noir et or, mais qui a aussi des nouveautés, puisqu'elle a des sticks TMR, elle a une croix de direction qui pivote à 90 degrés pour que les diagonales apparaissent ou pas, et surtout, elle a enfin un putain d'écran OLED. Voilà, on est en 2026 et Asus a enfin mis un écran OLED dans sa machine. 7,4 pouces, 1080p, des bords un peu plus fins, mais la machine du coup est encore un peu plus grosse et un peu plus lourde que la Xbox Ally X qui était elle-même un peu plus grosse et un peu plus lourde que la ROG Ally X qui elle-même était un peu plus grosse et un peu plus lourde que la ROG Ally. Voilà, c'est l'inflation entre la ROG Ally et la Xbox Ally 20. Je peux vous dire que ça a pris de la prot. Ça a pris de la prot. Pour le reste, on est sur une machine qui a les mêmes specs qui sont désormais un petit peu dépassés, surtout par rapport à ce que la concurrence, je vous en parler dans quelques instants, propose. Mais on a une prise en main qui est toujours aussi divine et un OS qui est toujours aussi
On va dire mieux qu'avant. Je vous rappelle que je l'avais testé, que j'avais détesté. Il y a aussi évidemment ces fameuses lunettes, donc qui sont les lunettes de chez X-Real, qui sont des lunettes qui vont à 120 Hz, voire à 240 Hz si vous baissez la résolution. Je vous rappelle que ce sont des lunettes ici qui n'ont rien à voir évidemment avec les lunettes dont je vous parlais auparavant, celles de Meta. Ce ne sont que des écrans externes déguisés en lunettes avec une très bonne qualité d'image, des écrans micro LED qui donnent une impression d'un écran 60, 140 pouces à 4 mètres de distance, si je ne m'abuse. Ça marche bien. Il faut les gens qui ont testé, ça marche bien. Et vous ne pourrez pas acheter les lunettes seules et la console seule. Si vous voulez avoir la console, il faudra l'acheter avec les lunettes. Franchement, juste là, les branches avec les décorations en doré, je pense que même dans mon salon, quelqu'un viendrait me tabasser, je me ferais bully, quoi. Bon, bref. Les goûts et les couleurs, j'ai envie de dire, chacun son truc. Et donc, je vous rappelle que ces lunettes X-Real, elles sont en vente en version normale sur le site d'Asus ROG et que la seule différence entre ces lunettes en collaboration avec Asus ROG et les lunettes X-Real normales, c'est que les lunettes X-Real normales n'ont pas le mode 240 Hz avec une résolution réduite. Honnêtement, qui a envie de jouer en 240 Hz avec une résolution réduite sur des lunettes? Personne. Mais je pense que c'était une manière de dire qu'il y avait une nouveauté, une fonctionnalité inédite offerte par cette collaboration entre X-Real et Asus et qui font aussi que ces lunettes, du coup, coûtent 200 euros plus cher que les lunettes X-Real normales qui sont autour des 650 euros et là, on est autour des 850-900 euros. Bref, voilà. Mais, ce qui nous intéresse, évidemment, ce n'est pas cette console de chez Asus qui montre aussi que AMD fait du surplace. Voilà. AMD, c'est un peu les rois des processeurs mobiles et jeux vidéo depuis 3 ans. Là, ça fait 3 ans qu'ils ne font pas grand-chose. Alors que du côté de chez Intel, ça se bouge très, 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 très fort. Et Intel, ça y est, a lancé ses puces pour des consoles de jeux vidéo. Voilà. Je vous en avais parlé, mais on a désormais les premières références qui ont été montrées. C'est MSI, je vous rappelle, qui était là. C'était One X Player qui était là aussi. Et je crois que c'était l'autre, c'était Lenovo. Je suis plus sûr à 100%. Non, c'était Acer qui était là. Et on a des premiers résultats. Et les puces sont monstrueuses. Donc je vous rappelle, c'est les puces Intel Arc G3 et G3X, G3 Extreme. Et les premières puces, les premiers essais sont impressionnants. Un peu comme on a vu avec les ordinateurs portables, on a des très très grosses performances dans du jeu vidéo. On a une très très bonne autonomie. On est là, genre, les guys, pour vous donner une idée, un jeu double A sur la dernière MSI avec une grosse batterie, c'est 8 heures d'autonomie, quoi. C'est un délire, le truc. Donc là, pour les gens qui se disaient, ouais, j'attendrai la suite, voilà, et qu'AMD sortait des itérations de leur puce qui faisaient que tu gagnais un peu et pas grand-chose. Là, ce que Intel sort, encore une fois, dans quel monde vit-on pour que Intel sorte les meilleures puces mobiles du game? Mais ce qui a été montré au Computex et ce qui a été testé par les premières personnes qui l'ont eu entre les mains, c'est impressionnant. Le gain en termes de FPS et le gain en termes d'autonomie, ça fait vraiment mal. Encore une fois, si vous avez une machine actuelle, ça marche toujours très bien. Mais là, j'attends d'en avoir une entre les mains. Mais sur le papier, on a la meilleure puce de jeux PC mobile du marché. C'est chez Intel. C'est fou quand même, hein. Et en plus, la machine, notamment la machine de chez MSI que je vous ai montré, la MSI Clo 8EX AI+, MSI, faites des bons produits, j'ai pas envie de vous moquer de vous, quoi. Non, c'est terrible. C'est pas possible. C'est pas possible, ce logo, on dirait un restaurant asiatique à volonté où tu as des rouleaux de printemps et des sushis et de la glace italienne et des tacos. C'est quoi ce logo et c'est quoi ce nom et c'est quoi cette type? Vous avez peut-être devant vous, les gens dans le chat, vous avez peut-être devant vous la meilleure machine de jeu portable, la plus puissante et la meilleure, donc la plus puissante et la plus autonome du marché. Regardez-moi ce look. On dirait un porte-clés qui est vendu devant les caisses chez Leclerc avant de. C'est pas possible. Ça va valoir 1500 euros. Et une fontaine de chocolat, tout à fait. Ah, je vois que Yak est un connoisseur. La fontaine de chocolat, évidemment. Sinon, tu n'as pas un vrai restaurant buffet à volonté. Tu n'es pas la cible, l'Andy Shifty 130. Bah, je sais pas si je suis pas la cible parce que quand on regarde Shifty, le look d'une Switch 2, le look d'une Xbox Live, le look d'un Steam Deck, j'ai envie de dire, ça se vend très bien ces machines et les gens font pas des trucs multicolores avec des néons et des RGB et des choix de typo douteux.
Donc, si à un moment MSI était la console la plus vendue, la plus recherchée, dans le monde, ça se saurait. Là, je vois un design comme ça, je me dis: j'arrive même pas à ce que mon cerveau accepte que c'est une machine haut de gamme, ultra performante et ultra bien, parce que c'est pas possible. Mais quand même qui dit: «On peut se poser le goût de discuter des Chinois». Alors attention, on va plutôt dire les Taïwanais et je vous rappelle, je vous fais la pub, mais pour cette émission qui était superbe quand elle tournait, qui était Option Tech, qui était mon émission tech, je vous rappelle qu'on avait reçu, une spécialiste de Taïwan, Jia, évidemment, qui a été journaliste et qui a vécu 10 ans à Taïwan et qui nous expliquait que les Taïwanais sont des bêtes d'ingénieurs, mais sont vraiment en termes de marketing, ils sont vraiment nuls. Nuls, nuls, nuls en termes de marketing et c'est pour ça que depuis toujours, on a cette culture des boîtes de cartes graphiques avec des meufs en 3D ou des aigles et des dragons, enfin des trucs super cheapos parce que les Taïwanais, c'est pas du tout, du tout les rois du marketing, quoi. Après, il y en a certains qui ont commencé à évoluer en bien. D'ailleurs, MSI, ils ont un nouveau logo pour la gamme non gamer qui est tout à fait OK. Asus, avec les ProArt, ils font des très, très beaux produits. Mais des fois, j'avoue que ils partent en full Jackie tuning, ils me rendent fou. Ils me rendent fou. Il n'empêche que vous avez très certainement ici, si vous voulez acheter la Rolls des machines de jeux portables pour jouer à Cyberpunk ou Red Dead Redemption ou Ark Riders et autres dans des très bonnes conditions, et ben, vous avez ici une machine avec un écran 8 pouces, le meilleur processeur et apparemment elle est très confortable à prendre en main en plus. Alors là, Oufissan qui dit: «J'étais tombé sur une bonne vidéo de Gamers Nexus avec Tom Peterson, ingénieur Intel qui présentait le G3 si jamais». Ah, je l'ai pas regardé cette vidéo. Oui, Swan, il faudrait que je la regarde. Il faudrait que j'aille voir. Faudrait que j'aille voir. Incroyable, incroyable. Allez, dernier point et point qui est très important, mais attention, c'est un point qui est un peu pas si simple que ça. C'est pas un PDF, j'ai pif, mais pas loin. Qu'est-ce que c'est ici? Eh bien, c'est l'officialisation que Nintendo, sous la pression de l'Europe, et il n'y a pas que Nintendo, hein, quasiment tous les constructeurs et constructrices, j'ai envie de dire, de matos et de tech, vont devoir faire des objets avec des batteries facilement remplaçables. Et nous avons désormais la confirmation qu'il y a une nouvelle Nintendo Switch 2 qui va arriver et qui sera conçue pour que les batteries soient facilement remplaçables. Bravo le veau, bravo l'Europe, voilà. Bravo Thierry Breton, Thierry Britain. On est en train de faire bouger les choses dans le bon sens pour redonner, encore une fois, du pouvoir aux consommateurs et consommatrices européens et européennes. Merci, voilà, l'USB-C dans les iPhones, tout ça. Et ici, eh bien, Nintendo, dans ce communiqué un peu très officiel et très, voilà, dit qu'effectivement, ils vont rentrer, eux aussi, eh bien, dans les demandes et les normes européennes pour avoir une machine dont les batteries sont facilement remplaçables. Mais attention, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Pourquoi? Déjà, sachez que qui dit batterie remplaçable, c'est mieux pour nous, mais pour les performances pures, c'est moins bon. Parce que je vous rappelle que l'ère des batteries non remplaçables a permis aux constructeurs d'avoir des coques plus fines, pas de vis pour dévisser les batteries, des coques de batterie moins résistantes parce qu'en fait, vous les sortez pas, donc il y a pas la nécessité d'avoir une coque résistante en cas de chute, par exemple, etc. Et donc, les batteries dans les petits objets portables, notamment les smartphones et les consoles de jeux, ont une capacité qui est plus grande qu'auparavant parce que justement, elles n'ont pas à être facilement remplaçables. Donc, l'idée d'une batterie facilement remplaçable laisse entrevoir d'avoir des batteries avec des formes standards par rapport à des formes custom comme chez Apple où les formes des batteries étaient custom et elles longeaient littéralement la carte mère. Ça veut aussi dire que vous allez avoir des coques de batterie beaucoup plus solides pour éviter la chute, mais donc qui vont réduire la capacité de la batterie. Donc ça, il faut le prendre en compte. Encore une fois, l'avantage, j'ai envie de dire, des batteries non remplaçables, c'est qu'on est droit à des batteries qui étaient vraiment le maximum des capacités physiques qui leur étaient données. Mais évidemment, on ne pouvait pas ou très difficilement les changer. Et donc attention parce que l'idée de vous dire que vous allez pouvoir changer de batterie de Switch 2 comme de batterie d'appareil photo, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Puisque l'idée, c'est qu'il faut qu'elle soit facilement remplaçable par les consommateurs et les consommatrices. Ça veut dire que on n'a pas de batterie, de toute façon, c'est jamais le cas, mais il n'y a pas de composants soudés, il n'y a pas de colle, et les outils doivent être des outils ou des vis standards. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que les batteries, vous allez pouvoir, un peu comme à la grande époque des Game Boy où tu slidais ta Game Boy, des manettes Xbox où tu peux enlever les piles comme ça, ou des téléphones portables qui avaient toutes des batteries un peu en forme de pavé et tu slidais le dos de ton téléphone et tu retires la batterie, tu en mettais une nouvelle. Ce ne sera pas simple comme ça. L'idée, c'est que vous puissiez, chez vous, en moins de 3 minutes, de quelques minutes, avec un outil standard,
changer la batterie. Donc attention, c'est pas il y aura pas de pile LR6 dans la Switch 2, quoi. Mais ça veut quand même dire que vous allez pouvoir garder vos consoles très, très, très longtemps et que pour les plus anciens d'entre vous qui avaient la Nintendo, la 3DS, vous imaginez un peu le truc que c'était. La Nintendo 3DS, c'était effectivement qui pas des batteries standards, mais on pouvait dévisser la console, changer de la batterie et aujourd'hui, bah, on peut avoir une Nintendo 3DS avec des batteries, qu'on achète, sur le marché tiers et avoir une Nintendo 3DS qui fonctionne très bien avec, pas d'effet de mémoire et cetera. Donc ça, c'est vraiment, 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 c'est vraiment très cool. C'est vraiment très cool. Ah! Je vois Camille qui sonne. Je vais l'accueillir tout de suite. Ça termine un peu les news jeux vidéo avant qu'on parle vraiment de jeux vidéo purs et durs. Voilà.